à ce 30e webinaire à Vélo 2 et aussi le premier de l'année 2024. Donc, comme de coutume, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année en espérant, et non, j'en suis sûre même, que vos projets iront jusqu'au bout. Je sais que ça va être une année assez intense, mais vous pouvez déjà être très fiers de tout ce que vous avez fait sur Vélo 2. Je vais être très bref pour cette introduction pour laisser le maximum de temps aux intervenants que je remercie dès à présent et qui vous seront présentés par Marie. Et je tenais aussi à vous remercier pour ces 3 ans, puisque c'est pour moi le dernier webinaire à Vélo 2. Je quitte ma fonction d'animatrice ce mercredi, donc demain. Et ben voilà, je voulais vous adresser encore une fois. Enfin, j'étais très fière de pouvoir contribuer à vos côtés, d'avoir pu avoir la chance pour certains de vous rencontrer en vrai en novembre et décembre pour les journées à Vélo 2. Et la passation va être assurée auprès de Madame Elodie Trochesec, au service transport et mobilité de l'ADEME. Donc, vous aurez toutes les informations à ce sujet. Donc, voilà, je vous souhaite un très bon webinaire, comme de coutume, encore une fois. Et puis, Marie, je te laisse la parole. Merci beaucoup Mathilde. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue à ce 30e webinaire. Donc effectivement déjà où on abordera aujourd'hui la question des revêtements des aménagements cyclables et donc les différents enjeux que recoupent les revêtements des aménagements. Pour rappel, donc vos micros sont coupés, mais donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie dialogue en ligne ou chat selon la langue de votre ring central tout au long du webinaire pour que nos intervenants et intervenantes puissent y répondre à vos questions et échanger également entre vous. Le webinaire est enregistré, vous avez dû normalement l'accepter. Vous aurez aussi accès donc au support de présentation et au replay a posteriori de ce webinaire. Mais sans plus attendre, je vais vous présenter le programme de cet après-midi. Donc on commencera à aborder le sujet par les besoins des cyclistes, à se poser la question quels sont les besoins des cyclistes en termes de revêtement, avec Pierre Aymon qui est président de l'association AF3V, qui donc viendra nous introduire la thématique via le besoin des cyclistes. Nous aurons ensuite 2 interventions qui parleront cette fois-ci au niveau technique des caractéristiques des revêtements et des critères de choix, avec une première présentation de Monsieur Christophe Mabille du bureau d'études Ingetech qui viendra donc nous faire une présentation des différents types de revêtements et des différents enjeux donc, qui existent autour des revêtements des aménagements cyclables. Et ensuite, une intervention de Monsieur Arnaud Fizer, donc du CEREMA, qui nous parlera cette fois-ci du bilan carbone et comment prendre en compte le bilan carbone lorsqu'on fait un choix sur un type de revêtement. Nous aurons ensuite dans une seconde partie 3 retours d'expérience de collectivité. Donc un premier retour d'expérience du département de la Mayenne avec Monsieur Nicolas Leguillou qui nous parlera donc du choix effectué grâce ou avec plutôt l'éco-compteur SEB en termes de revêtement. Nous aurons ensuite l'agglomération de Condrieu-Vienne qui nous parlera donc de l'expérience, de son expérience sur un aménagement dans une zone dite inondable. Et enfin, une dernière présentation avec la métropole de Lyon. Alors effectivement, on n'est pas habitué dans le cas d'Avélo 2 d'avoir toujours des grandes métropoles, mais là effectivement, avec une expérimentation qu'ils ont pu mettre en œuvre sur différents types de revêtements à faible impact environnemental et qui viendront donc nous témoigner leur retour d'expérience sur cette expérimentation. Et nous terminons par un petit quiz pour aborder quelques autres sujets dont on souhaiterait partager avec vous. Mais donc, on peut d'ores et déjà démarrer donc l'introduction par Monsieur Pierre Aymon. Oui, bonjour à tous. C'est pas moi qui gère, hein, c'est Marie Joly qui gère mon diaporama. Donc on va démarrer. Donc voilà, Pierre Aymon, moi je suis le président de l'association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes. Nous sommes une association d'usagers des véloroutes et des voies vertes. Et donc, nous faisons valoir principalement, je dirais, notre expertise d'usage. Nous sommes sur tout le territoire de la France avec des délégués locaux, des délégués régionaux. Nous agissons depuis plus de 25 ans maintenant pour l'écomobilité. Et nous faisons en sorte que les aménagements soient les mieux possibles du point de vue des usagers, bien évidemment. Nous siégeons dans un certain nombre
d'institutions, je dirais, nous sommes au comité de pilotage du schéma national des véloroutes. Nous avons participé à la rénovation de son cahier des charges que vous devez connaître, qui sert à tout le monde, hein, pas seulement sur les grandes véloroutes, mais pour beaucoup de... C'est un très bon outil, nous pensons. Et nous sommes dans un certain nombre de comités de pilotage de grands itinéraires, que ce soit la Via Rona, que ce soit la Voie Bleue, et d'autres, et nous participons aussi avec les départements, avec les EPCI quand nous sommes sollicités, mais nous répondons quand nous sommes sollicités, hein, à beaucoup de concertations, en faisant valoir justement notre connaissance, notre expertise. Et vous voyez sur cette diapo, cette carte de France, c'est notre carte interactive, c'est un peu notre carte de visite, je dirais, c'est-à-dire que cette carte, nous recensons là-dessus 45 000 km de véloroutes en France. Il y a les 15 000 km de voies vertes. Elles sont recensées à partir des données que font remonter nos adhérents pour vous dire la qualité de ce travail que vous trouvez sur notre site af3v.org. Nous avons une convention que nous renouvelons chaque année avec l'IGN, qui sur ces cartes top 100, toutes les données dont dispose l'IGN pour faire apparaître les voies vertes, c'est les données que nous, à F3V, nous lui fournissons. Sur la diapo suivante maintenant, vous verrez aussi que nous menons un certain nombre d'activités, des actions diversifiées. Nous menons la fête des voies vertes, nous la fédérons pour le ministère de la Transition écologique chaque année au mois de septembre. Donc cette année, en 2023, il y a eu près d'une centaine d'événements. Et pour le 20e anniversaire, en 2024, on espère bien doubler le nombre d'événements. Là aussi, ça concerne toutes les collectivités, les offices de tourisme, les associations, etc. Voilà, je ne vais pas plus loin sur ce sujet. La diapo suivante, vous verrez, ça aussi, c'est très intéressant pour les collectivités. Nous avons mis en place un label. Nous labellisons des voies vertes. Nous en avons labellisé aujourd'hui une quinzaine. Des voies vertes, pas seulement je dirais, pas seulement sur les grands axes, les grandes et belles véloroutes, mais aussi dans des endroits comme je dirais par exemple la voie verte de l'Armagnac, à qui nous avons mis, je crois, 3 étoiles. C'est-à-dire que vous avez souvent dans les collectivités ce qu'on appelle des pépites locales, et je dirais, j'ai tendance à dire, il n'y a pas, quand on veut faire du vélo, il n'y a pas que la Loire à vélo, il y a aussi des très très belles choses dans différents endroits. Et puis dans notre label, c'est un cahier des charges là aussi assez développé. Et dans nos critères, il y a bien évidemment la sécurité. L'idée, c'est qu'une famille avec des enfants puisse aller en toute sécurité sur ces aménagements-là et en profiter. Mais je reviendrai sur ces questions de sécurité. On organise sur la diapo suivante un festival, cette année, nous organisons pour la première fois un festival de voyage à vélo, un festival européen, un festival bas carbone qui d'ailleurs est soutenu par l'ADEME pour donner envie aux gens, pour développer le voyage à vélo, pour donner envie aux gens de le découvrir et pour pas seulement faire des exploits en traversant la cordillère des Andes sur le dos, mais aussi autour de chez soi. On sait qu'il existe partout de très très belles destinations pour tout public, des débutants, des seniors, des jeunes, des confirmés, etc. Et puis enfin, dernière action que nous faisons cette année qui va servir de transition avec le sujet, c'est que nous organisons le 30 mai un colloque en commun, en collaboration, je dirais, avec la ville d'Avignon, un colloque à Avignon sur les voies vertes, sur justement le sujet des revêtements, ce qu'on voudrait comme revêtement sur les voies vertes. Et puis nous voulons organiser des débats autour de ça, quelque part un Grenelle, en faisant intervenir les gens avec qui on a travaillé sur ce sujet, de France Nature Environnement, et puis aussi des opérateurs. C'est un colloque qui est à destination des élus, des techniciens principalement, des EPCI et des départements. Donc vous n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Le programme va sortir très bientôt. Et puis on va en venir peut-être à notre sujet, donc par la diapo suivante, c'est-à-dire quel revêtement pour les voies vertes, quel confort pour l'usager, qu'est-ce qu'il demande comme confort? Peut-être un propos plus général sur ce qu'on entend par confort pour un usager, un confort au sens large pour un usager des voies vertes. Quand je dis un usager des voies vertes, ce sont beaucoup de cyclistes, mais ce sont aussi des personnes à mobilité réduite, ce sont aussi des rollers, il y en a beaucoup, ce sont aussi des poussettes par exemple, et ce sont aussi des piétons. Et qu'est-ce qu'on attend d'une voie verte comme le confort en général? C'est la question de la sécurité. La sécurité, c'est la question de la largeur, que les gens puissent se croiser, de la largeur de l'aménagement, la question des intersections qui doivent être vraiment bien gérées, des croisements, la question des potelets, des barrières anti-intrusion, qui sont souvent faites pour empêcher les scooters de venir, mais en fait, ça n'empêche pas les scooters, mais ça va empêcher des tandems, ça va empêcher
des fauteuils roulants, etc. D'autres sujets, c'est la question des services offerts, des services proposés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des aires de pique-nique? Est-ce qu'il y a des aires de repos? Est-ce qu'il y a des points d'eau? Est-ce qu'il y a des toilettes? C'est des questions qui remontent souvent, nous, de la part de nos usagers. Parce que c'est vraiment des demandes pour les familles, pour les gens qui commencent. Et puis, la question de l'information. L'information sur les points remarquables, sur les monuments, sur les choses à visiter, sur ce qu'il peut y avoir comme service dans le village qui est à côté, à quelle distance. Tous ces éléments-là sont des éléments clés pour une voie verte confortable. Et puis, bien évidemment, la question de la signalétique qui doit être fiable, le jalonnement continu. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens aient besoin de s'arrêter à vélo pour savoir s'il faut aller à droite ou à gauche, mais les panneaux doivent être facilement lisibles et visibles, quel que soit le sens dans lequel on aille. Donc, là aussi, il y a souvent beaucoup à faire, mais il y a des techniques, et bien sûr, et on a des choses qui sont très, très, très bien faites souvent. Voilà. Et plus concernant les revêtements, notre expertise sur cette question-là est assez claire, je dirais, dans notre demande. Bien évidemment, un revêtement de qualité, c'est un revêtement qui soit roulable, et roulable par tous les temps, en toute saison, y compris sur les voies vertes. Aujourd'hui, on ne distingue plus trop sur les itinéraires. Si on ne va pas dire cet itinéraire est seulement touristique, cet itinéraire est seulement pour le vélo taf. Les deux sont utilisés très rapidement. Dès que vous ouvrez un itinéraire bien fait, vous voyez que les gens le prennent pour soit le vélo taf, soit le vélo utilitaire, soit pour les loisirs, soit pour l'itinérance. Donc, il faut qu'il soit roulable par tous les temps. Ça ne veut pas être que pour le loisir d'été. Il faut que les gens puissent le prendre quand il pleut. Donc, il y a la question de la boue, des flaques d'eau, comme vous le voyez sur une des photos, des choses qui se dégradent très vite parfois. Il faut qu'il soit propre, bien évidemment. Des gens qui doivent arriver tout crottés au travail n'iront pas. Il faut que les gens puissent faire du vélo en costume, en robe, comme ils le veulent, et pas arriver boueux. Non seulement ne pas arriver boueux, et aussi, quand il fait beau, ne pas arriver plein de poussière, parce que certains revêtements, l'été, produisent énormément de poussière, de choses pulvérulentes, qui sont nocifs. Et qui soient donc aussi accessibles à tous et à tous, c'est-à-dire pas seulement accessible au VTT, mais que tout le monde puisse s'en servir. De cela se dégage, nous, on a fait des études, diapo suivante. On a travaillé en particulier avec France Nature Environnement sur les bénéfices comparés des revêtements en enrobé et des revêtements stabilisés. Et pour nous, le classement est très clair. Pour toutes ces questions de confort, il faut mieux du revêtement en enrobé. D'autant plus avec l'augmentation, je dirais, des événements météorologiques qu'on dirait exceptionnels et qui ne le sont plus, extrêmes plutôt, qui vont faire que tout ce qui va être en stabilisé, il y aura beaucoup plus d'ornières, de flaques d'eau, etc. Donc, on préfère de loin l'enrober. On a produit là-dessus un document. On va éditer un livret avec France Nature Environnement qui sera bientôt disponible et qu'on fournira à la demande. Voilà, pour nous, je dirais qu'il y a pas photo que dans le match entre stabilisé et enrobé. On préfère vraiment des revêtements enrobés. En enrobé, je crois que vous le retrouvez d'ailleurs dans l'appel à projet à vélo 2. Vous voyez bien qu'il est conseillé des revêtements plutôt en enrobé. Mais ça, vous le verrez. Il y a aussi toute une série d'avantages associés. Ça va être la diapo suivante. Sur avantages associés sur lesquels moi je ne m'étendrai pas, puisque ce sera l'objet d'autres, des exposés suivants. En tout cas, il y a un meilleur bilan carbone. Nous, on a fait un vrai travail. On s'est aussi appuyé sur le travail du CEREMA, sur d'autres travaux. On a fait un vrai travail avec France Nature Environnement. L'enrobé est plus, entre guillemets, écologique. Il a un meilleur bilan carbone. Le coefficient d'imperméabilisation est quasiment identique au stabilisé, à savoir que de toute façon, ce n'est pas très important l'imperméabilisation vu la largeur des voies vertes. L'eau peut s'écouler sur les côtés, d'autant plus que l'eau qui s'écoule n'est pas polluée puisque le contact des vélos ne pollue pas l'eau. Et puis qu'enfin, un revêtement de qualité, ça favorise leur port modal parce que tout le monde peut le prendre avec facilité
sans choisir les jours où ils le font. Voilà, nous on voit, je ne dirais pas que des qualités, mais beaucoup de qualités au revêtement en enrobé. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de ce séminaire qui a l'air passionnant. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre-Raymond pour cette introduction effectivement qui effectivement présente le point de vue de la F3V avec cette spécificité surtout portée effectivement sur les voies vertes et donc qui nous fait une introduction donc sur cette partie voies vertes qui concerne beaucoup le milieu effectivement des territoires peu denses. Mais maintenant on va effectivement voir plus en détail tous les différents revêtements existants et leurs différents facteurs, enfin enjeux, les différents enjeux par rapport à chaque revêtement. Donc Christophe Malville, si vous pouvez démarrer, je vous laisse la parole. Ok. C'est bon en partage ou pas? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne? Plein écran, c'est bon? Oui, c'est parfait. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Je vais prendre un peu la suite. On est un peu dans la même idée, on va dire. On a essayé, nous, de travailler un peu sur tous les types de revêtements et de faire un retour d'expérience de toutes les opérations qu'on a pu faire. Donc, je vais vous faire une petite introduction assez rapide. Comment on a essayé de créer un critère de choix d'un revêtement et puis les différents types de revêtements. On en a sélectionné quelques-uns parce qu'on a le temps qui est un petit peu contraint. Donc on va faire avec. En termes d'introduction, il faut toujours considérer qu'un réseau d'itinéraires pour les modes actifs est constitué d'aménagements variés. Nous, on considère qu'il y a des voies vertes, les pistes cyclables, les voies partagées. Enfin, ça reprend un peu tous les modèles qui existent. Je vous laisserai redécouvrir sur cette slide-là un petit peu tout ce qui se fait. Et on est effectivement dans la qualité de l'aménagement sur ce qu'on appelle une offre aux usagers. Je passe sur la présentation d'un GTEC. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils auront le temps de visualiser plus tard. Donc, je fais d'abord un petit rappel sur les structures de chaussée, parce que bien souvent, quand on parle piste cyclable, on ne parle que du revêtement final. Et c'est un peu ce qui dérange, en fait. Je suis assez rapide, hein, une structure de chaussée circulée par des poids lourds et autres, et composée d'une partie en terrassement avec un support qui est le sol support, une couche de forme, et puis après différentes couches qui constituent la chaussée. Sur une piste cyclable, il ne faut pas penser que couche de roulement, il y a à minima une autre couche en dessous et un sol support. Donc ça peut varier selon les régions, les conditions et autres, et surtout selon le trafic. Alors, vous allez me dire, un trafic pour une piste cyclable, on n'en a un peu rien à faire. Pas tout à fait, parce qu'il faut prendre en compte notamment les engins d'entretien, même si c'est anecdotique. Et surtout, on voit souvent beaucoup de dégradation au croisement des pistes cyclables et d'accès de type champ, usine, voilà, tout ce qui peut. Et souvent, c'est un peu les oubliés. Et rapidement, on se retrouve avec des dégradations. Donc, toujours penser aux deux types de structures possibles. On a essayé, nous, de par notre expérience, de recréer un peu des critères de choix pour un revêtement. On va un peu plus loin que le simple sujet environnemental ou pas environnemental. Donc, on est parti de nombreuses recommandations qu'on est allé chercher un peu partout pour les aménagements cyclables, y compris les guides du CEREMA. Et notamment, il y avait des recommandations chez Vélo et Territoire sur des critères environnementaux, économiques, usages et géographiques. De là, nous, on a fait une analyse multicritère basée sur le cycle de vie du revêtement déjà, et notamment pour lui, l'adéquation avec le besoin et les coûts, parce qu'on ne peut pas non plus aller vers des revêtements très coûteux, sa fabrication, sa mise en œuvre, son exploitation, et surtout, on est allé jusqu'au bout du cycle, on va dire, jusqu'à ce qu'on appelle le recyclage, la démolition, en fait. On a regardé l'adéquation avec le besoin et coût, donc quel usage, le confort, adhérence, acoustique, propreté, l'intégration paysagère, parce qu'on a des cas où on doit répondre à cette demande. Donc, ça peut être l'aspect couleur, la perméabilité ou non, est-ce qu'on a des terrassements, des blés remblés, les contraintes environnementales, et puis des coûts d'investissement, des durées de vie et des coûts d'exploitation annuels, parce que bien souvent on oublie dans la réflexion sur la création de pistes cyclables ou de voies vertes, la partie coût entretien annuel, qui est non négligeable selon les techniques qu'on va décider de prendre. En catégorie d'utilisateurs, on est allé un peu plus loin que simplement les vélos. On a considéré vélo, à pied, fauteuil roulant, cavalier, puisqu'il reste usager des voies vertes. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Les skates, les rouleurs, les trottinettes et les poussettes. Voilà, on a essayé d'élargir au maximum
le panel. Et puis ensuite, on s'est aussi penché sur les pratiques attendues, les besoins propres au site, c'est-à-dire que ça peut être des pratiques quotidiennes, loisirs, touristiques, sportives. Et puis, on a intégré les besoins propres au site, comme je disais tout à l'heure, les véhicules d'entretien, d'exploitation forestière ou agricole, dans les coins où on est un peu plus loin de la ville, et la gestion hydraulique. Pour le choix du revêtement, on a travaillé aussi sur la fabrication, c'est-à-dire son impact environnemental, son origine, son transport de matière, la fabrication du mélange, la relation pollution air-eau, l'impact sur la biodiversité et le milieu naturel. Ça peut être dans certains cas, notamment dans les zones de Natura 2000, un sujet important. Et puis, est-ce que c'est un déchet ultime ou un déchet revalorisable? On trouve dommage, nous, que dans beaucoup de revêtements, il y ait aussi peu de recyclés, alors qu'il y a très peu de risques. En fait. Sur le critère environnemental, c'est un document que tout le monde connaît, c'est extrait d'une étude du CEREMA, et je pense qu'on le reverra dans d'autres slides tout à l'heure, qui explique un petit peu les différents types de revêtements par mètre carré mis en œuvre. Un peu les kilogrammes équivalents de CO2. On voit aujourd'hui que le béton est tout en haut. Il y a juste, à mon sens, je le dis, une erreur sur ce tableau-là. C'est dès l'instant où on veut faire, par exemple, de l'asphalte qui se situerait dans cette zone, alors que pour faire de l'asphalte, il faut faire du béton avant. Mais bon, voilà, c'est un peu le petit oublié. Les conditions de mise en œuvre, est-ce que les moyens, avec son impact environnemental, pollution de l'air, pareil, on revient sur les mêmes sujets. Et puis l'exploitation. Donc l'exploitation, c'est vraiment l'impact environnemental. Quel type d'entretien on va faire, est-ce qu'on doit transporter beaucoup de matière ou pas, la résistance aux intempéries, un vieillissement normal ou prématuré, et la fréquence d'entretien et de surveillance. Et puis le dernier sujet, c'est la démolition. Ce que ça va coûter et surtout derrière, est-ce qu'on peut réutiliser ou pas les matériaux des pistes cyclables. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pense qu'à construire des pistes cyclables, mais il y a bien un jour, il faudra soit les recycler, soit les remettre en état, et donc il faudra apporter des solutions. Sur les critères économiques, on est sur des coûts du revêtement choisi, le coût de mise en œuvre, la durabilité dans le temps et le coût d'entretien. On a essayé d'avoir quelque chose d'assez global pour essayer de vous présenter les choses. Et enfin, on parle de deux critères, c'est les critères utilisateurs. Nous, on a essayé d'évaluer un peu tout ce qui pouvait considérer l'utilisateur, et ça a été évoqué un peu tout à l'heure. Déjà, le premier sujet, c'est l'adhérence. Et on en parlera tout à l'heure, l'adhérence par un temps comme aujourd'hui, si on pense aux enrobés drainants, ça va être très compliqué sur les pistes cyclables. Les défauts de surface, l'évacuation des eaux, la lisibilité, la visibilité et la propreté. C'est vraiment pour nous les critères pour les utilisateurs. Et puis, côté gestionnaire que vous êtes, c'est plutôt la durabilité, la qualité de l'espace et les restrictions, les aspects environnementaux, les exigences, les restrictions liées à l'entretien et puis les coûts. En fait. Et de là, on a essayé d'établir des grilles. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est notre retour d'expérience de plus de 30 ans, donc ce n'est pas négligeable, mais on a essayé de faire un peu le tour de tout ce qu'on avait pu faire. On va commencer par les chemins naturels parce que ceux-là doivent exister, quoi qu'on va y faire. Donc, on a considéré que les mélanges terre-pierre, puisqu'il y a des lieux où il faut qu'il y en ait, sont un des premiers matériaux à utiliser. On voit que c'est adapté pour les piétons, les joggers, évidemment pas pour les PMR ni les rollers. Et puis, c'est adapté pour les VTC. En termes d'adhérence, c'est assez mauvais. On a fait des petites fiches de ce type-là, vous les retrouverez au fur et à mesure. C'est un revêtement perméable. Alors, ça l'est sans l'être. Parce qu'en fait, les gens considèrent toujours que dès que c'est naturel, c'est perméable. Mais l'effet de la circulation des piétons et des vélos toujours au même endroit fait qu'à cet endroit-là, il y a très peu de vide et le matériau est plutôt étanche. Donc, l'écoulement se fait plutôt naturellement par ruissellement. En termes de recyclage, c'est recyclable évidemment. Et puis en termes d'entretien, on est que sur une base de fauchage et un peu de désherbage. C'est quasiment la solution la moins coûteuse à la fois en construction et en entretien. Ensuite, on arrive sur les sols stabilisés. Donc c'est ce qu'on appelle la famille des matériaux compactés. C'est économique, une mise en œuvre rapide. On peut faire varier la taille des granulats, les couleurs, les origines. C'est un matériau qui a une très bonne qualité en termes d'intégration paysagère, notamment
s'ils sont stabilisés ou non. En termes de durée de vie et d'entretien, on est plutôt sans liant sur environ 5 ans. Ça dépend de la structure qui est mise en place en dessous. Avec du liant hydraulique, on est plutôt sur 10 à 15 ans. Les problématiques, c'est du désherbage régulier avec des méthodes manuelles ou mécaniques. Si on a une utilisation soutenue, je ne sais pas, des festivités ou autres, on peut être obligé de griffer, recharger, donc ça a un coût. Par contre, les réparations sont faciles à faire et le matériau, même s'il est souillé, est recyclable en matériau de remblaiement. Donc, ça reste un matériau en termes de recyclage assez intéressant. Donc, les sols stabilisés sans liant, on voit qu'ils sont à nouveau adaptés pour les piétons, les joggers, moins pour les PMR ni les rollers. Mais on parle déjà de structure, c'est-à-dire que même si on est sur 10 cm de stabilisé, il faut prévoir en dessous une structure à minima de 15 cm de GNT pour avoir quelque chose qui soit propre et homogène. On voit trop de gens qui s'amusent à poser du stabilisé directement sur le sol support, ce qui n'est pas une solution en soi. Donc voilà. Ensuite, on a les mêmes, mais avec du liant renforcé, donc on a une durée de vie plus longue. L'avantage, c'est qu'il est un peu plus adapté pour les PMR en termes de circulation. Les rollers, ça reste non adapté parce qu'on a un peu de rejet de granulométrie. On est sur les mêmes types de structures de chaussée. C'est recyclable. Toujours la problématique du désherbage. En gamme de chromatiques, ce qu'on appelle les couleurs, vous avez le choix un peu des carrières locales, c'est un peu l'avantage. C'est assez résistant face aux racines, contrairement à l'enrobé par exemple. Et on est sur une durée de vie de 10 à 15 ans. C'est plutôt ça donne une intégration paysagère qu'on appelle d'apparence semi-rurale. On a des sols stabilisés aussi qui existent avec des liants végétaux. C'est de plus en plus développé par certaines entreprises nationales. C'est un mélange de sable concassé avec un liant. Ça reste adapté pour les PMR, piétons et joggers. On est sur des épaisseurs de l'ordre de 8 à 10 cm. Mais on a toujours la problématique du désherbage des rives, de permettre à l'eau de s'écouler, parce qu'en fait, sur tous les stabilisés, la vraie problématique, c'est le fait de ne pas désherber sur le côté, fait stagner l'eau de chaque côté, et l'eau, avec le temps, creuse le matériau. En fait, ça demande quand même, pour moi, un entretien minimal 2 fois par an de désherbage des zones instabilisées. Sinon, on ne peut pas conserver le matériau en état. Je passe assez vite sur le stabilisé renforcé avec des liants de déchets de verre. C'est des solutions qu'on a déjà utilisées, qui fonctionnent aussi. C'est 100% recyclable. Toujours la même problématique de l'entretien en périphérie. Les grappes traités au liant hydraulique font partie de la même famille, même si elles sont fabriquées en centrale avec un système un petit peu différent. Elles sont même de meilleure qualité et plus résistantes qu'un sable stabilisé. Je dirais que l'avantage de ce type de matériau aussi, c'est qu'il faut voir dans le temps. Aujourd'hui, vous pouvez très bien commencer une piste cyclable avec ce type de matériau et décider à terme de passer avec soit un enduit, soit un enrobé. Il y a possibilité d'enchaîner derrière sur une autre solution. En fait. Donc, on a fait des petites grilles de tous les mélanges qu'on a pu rencontrer, où on vous a mis tous les usages et conforts, avec un peu tous les critères qu'on a évoqués tout à l'heure sur l'impact, la perméabilité, le maintien de niveau de service, la durée de vie, et puis est-ce que c'est recyclable. Donc, on a essayé de faire une grille de méthodologie de tout ça. Si on parle un peu des bétons, qui sont effectivement pas les meilleurs en termes d'environnement, on peut être amené à les utiliser dans des cas bien spécifiques, comme je le disais tout à l'heure. On a des pistes et des voies vertes qui traversent des zones où il y a de l'industriel, des trafics lourds importants qui croisent ces pistes-là. Et ça peut être intéressant d'utiliser ce revêtement-là spécifiquement dans ces zones de carrefour. L'avantage de ça, c'est qu'on est sur des bétons désactivés qui peuvent aller jusqu'à 30 ans de durée de vie. Donc, ça permet d'éliminer pas mal de problèmes. Donc, on a l'exemple ici des bétons balayés qui sont adaptés quasiment à tous les usagers. Grosso modo, c'est 10 à 15 cm. 100% recyclable. Le seul entretien que l'on demande sur ce type de produit, c'est évidemment
un nettoyage à haute pression, notamment dans les zones de forêt et autres où ça a tendance à verdir et devenir un peu glissant. Et puis évidemment, le seul point important, c'est que s'il y avait beaucoup d'arbres, on constate au bout d'un certain temps un effet de pianotage des différentes dalles de béton. Voilà. Après, on peut faire des choix de couleurs assez intéressants sur ce sujet-là. Les bétons désactivés, qui sont de la même famille, je vais passer assez vite, qui permettent quand même d'avoir des matériaux intéressants. Attention sur les matériaux désactivés, il faut que les granulats restent des granulats avec minimum 60% de concassé, puisque la présence de granulats roulés peut provoquer des désordres en termes d'adhérence. Donc, restez bien sur des granulats à minima semi-concassés. Les bétons drainants, qui est un peu à la mode en ce moment, où on dit que l'eau peut s'infiltrer, etc. Alors, méfiance sur 2 points. Petit 1, que l'eau s'infiltre à travers la structure, ça ne fonctionne pas, je vais le dire très simplement. On a l'impression, en fait, le béton drainant, c'est quoi? C'est ni plus ni moins un réservoir qui fait 10 à 15 cm où l'eau va se stocker à l'intérieur provisoirement et puis après va s'évaporer ou sortir par les côtés. Mais dire que ça traverse la structure est une chose qui, pour moi, reste aberrante. Dans tous les cas, il y a 2 problématiques d'entretien sur ces matériaux-là. La première, c'est qu'ils se colmatent. Donc, il faut 1 fois par an assurer un nettoyage haute pression et aspiration. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, si on est comme en ce moment dans des situations après de fortes périodes pluvieuses, de présence de froid, un enrobé drainant, une fois qu'il est gelé, c'est une patinoire et c'est une patinoire pendant un long moment. Contrairement à un enrobé de surface fermé où on a une plaque de verglas et puis on vient traiter. Le traitement, même par anticipation provisoire de ce type de matériaux, coûte assez cher. On vous a mis aussi une petite grille ici pour ces matériaux dont on vient de parler. Et puis ensuite, on arrive sur un matériau qui est effectivement apprécié par beaucoup d'usagers, que sont les enrobés en général. Donc, on a des choix. Avec les enrobés, aujourd'hui, on peut tout faire, en fait. On peut faire de la couleur, on peut faire de l'esthétisme, on peut faire plein de choses. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ne recycle pas assez. Mais je vais y revenir. Donc, la durée de vie, selon la structure qu'on met en place, c'est entre 15 et 20 ans pour un enrobé. En termes de dégradation, on peut avoir des nids de poules ponctuellement qui peuvent arriver. La couleur change. Il faut bien le comprendre et l'accepter dès le départ. Les enrobés noirs deviennent grisonnants. Les revêtements clairs ne restent pas clairs très longtemps, changent de couleur à cause des UVA et des UVB notamment. Les taches d'huile éventuelles, il peut y en avoir, sont assez rédhibitoires sur ce type de matériaux. On perd de la rugosité. Il y a des fissures à proximité des végétaux qui peuvent apparaître et apparition d'herbes dans les fissures si ce n'est pas entretenu. C'est toujours pareil, quel que soit le revêtement, l'entretien est primordial. Vous avez beau investir pour 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, si vous n'assurez pas un minimum d'entretien, ça n'a aucun intérêt. Le remplacement du matériau est assez facile puisque les enrobés, on peut tous les recycler. Donc voilà. Je commence par l'enrobé classique. L'enrobé classique, il n'a pas besoin d'être relativement épais. Ça dépend des engins d'entretien qui vont venir, etc. Moi, aujourd'hui, ce qui me paraît vraiment important, et on vous l'a mis en bas, il ne faut pas hésiter à aller vers des taux de recyclage de 50-60%. Aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication à aller au maximum en termes de recyclage parce que c'est prendre aucun risque. Donc, je passe assez vite, mais évidemment, tous les usagers apprécient l'enrobé. Ça a été un peu évoqué par mon prédécesseur tout à l'heure. Après, on a oublié certaines familles, comme les enrobés coulés à froid, qui est une technique relativement intéressante parce qu'on est en faible épaisseur sur un enrobé existant. Je parle notamment de l'enrobé coulé à froid pour des gens qui ont déjà des pistes cyclables assez anciennes, qui n'ont pas envie de réinvestir dans une nouvelle couche d'enrobé. L'enrobé coulé à froid a un aspect identique à celui de l'enrobé normal, avec le même type d'entretien. Donc, c'est une solution qui est très intéressante en réhabilitation notamment de pistes existantes.
L'enrobé drainant, je vais passer assez vite parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme le béton drainant, c'est un peu à la mode, c'est la mode du moment, tout le monde le vend comme étant un matériau perméable, alors que ce n'est pas du tout le cas. Contrairement aux enrobés, aux enrobés qu'on peut vraiment percoler. L'enrobé drainant, dans sa formulation, le dernier centimètre sera toujours fermé par le compactage. Les enrobés avec des produits recyclés, donc je vais passer assez vite, mais quand on parle d'enrobés avec des produits recyclés, ça peut être avec à l'intérieur des fraisards, des déchets de plastique, des déchets de verre. Voilà, on peut aller vers vraiment des solutions très environnementales. Les enrobés liants plastiques, c'est des liants avec des déchets de plastique, c'est des liants modifiés. Là, c'est des solutions où on essaye de jouer sur la quantité de liants, la réduction. Ça a été beaucoup utilisé, notamment en Belgique, mais ça reste. L'idée, c'est d'essayer d'arriver avec des enrobés, avec des liants à haute performance, à réduire les épaisseurs. Après, quand on est dans des milieux où il y a un peu de racines, etc., c'est prendre un risque. Les enrobés aux liants végétaux, je pense qu'on va en parler encore après. Qu'est-ce qu'un liant végétal? Dans la théorie, tout le monde a envie de vous dire je fais le meilleur liant végétal du monde, basé sur du colza et autres. Il ne faut pas oublier, on se le dit, on n'est pas beaucoup là entre nous, que malgré tout, ces liants-là sont obligés aujourd'hui d'incorporer à minima, pour des raisons économiques, entre 25 et 30% de bitume. Mais ça s'appelle un liant végétal malgré tout. Donc, voilà. Donc, ça reste dans les produits, un produit utilisable par tous les usagers, avec le même type d'entretien. C'est un balayage assez simple. L'avantage, c'est qu'effectivement, on peut avoir différentes couleurs et essayer de se fondre un peu dans le paysage que l'on rencontre. Les enrobés à froid, les ECF, avec un liant végétal, on peut pousser plus loin l'ECF avec en plus un liant végétal qui permet d'avoir un bilan carbone relativement intéressant. Les liants de synthèse, ce qu'on appelle les liants de synthèse, alors on a pris l'exemple de Colas, mais d'autres en font. C'est des liants en absence de bitume. Alors leur difficulté aujourd'hui, on peut faire avec ces produits-là des enrobés clairs, des enrobés quasi translucides avec l'apparition du matériau, etc. Leur principal défaut, c'est qu'ils sont très rigides. Donc, ils n'aiment pas trop être sollicités par des racines et autres. Ils ne résistent pas très bien aux UVA et aux UVB. Donc voilà, ça reste des produits assez sensibles, et y compris dans les conditions de mise en œuvre. L'ECF, qui est un peu un oublié, parce qu'on se dit ECF égale gravillon, égale danger pour les usagers. Alors, on peut l'entendre le jour où on le met en œuvre. Mais j'ai envie de dire un bel enduit superficiel bien fait, qui est ensuite complètement balayé, est intéressant. Alors au niveau des usagers, évidemment, il y en a qui vont être un petit peu pénalisés, notamment les rollers. Eux, il faut qu'ils envisagent de faire autre chose. Mais pour le reste, c'est utilisable par tout le monde. C'est un revêtement qui va être très propre, avec lequel on peut jouer avec beaucoup de couleurs, favoriser la présence des granulats, très très bonne adhérence. Et surtout, l'avantage qu'il a par rapport aux enrobés et autres, c'est qu'il est très flexible, y compris sur des problématiques de zones où il y a des racines, etc. On a un produit qui est étanche, propre, et qui permet vraiment de bien fonctionner avec très peu d'entretien. C'est quasiment un des produits qui a besoin de moins d'entretien et qui est très peu coûteux. C'est une des solutions aussi qu'on peut envisager sur une piste cyclable en enrobé existante, où on n'a pas les moyens ou l'envie de refaire un enrobé dans un premier temps. L'ECF peut être l'enduit superficiel, pardon, peut être une solution. Les enrobés percolés, pour essayer d'aller au bout de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'un enrobé percolé? C'est un enrobé drainant à l'origine dans lequel on vient mettre un coulis de ciment. L'avantage sur des pistes cyclables, ça peut être à la fois esthétique, pour essayer de donner des couleurs, etc. L'avantage, c'est qu'on le met qu'en 4 cm, donc c'est plus économique qu'un béton. Ça a quasiment la résistance d'un béton, et ça peut être intéressant, notamment dans des zones, ce que je disais tout à l'heure, d'échange, où il n'y a pas que des vélos, où il peut y avoir des poids lourds et autres. Un petit peu de choses particulières, ce qu'on appelle les enrobés scintillants, c'est des enrobés qui sont faits à base
de déchets de verre ou autres qui jouent beaucoup avec les éclairages. Ça peut être dans des lieux particuliers intéressants à mettre en œuvre. Mais ça reste un enrobé en fait. L'asphalte. Alors l'asphalte, c'est évidemment un des matériaux préférés des gens qui font du roller. L'asphalte, le problème, c'est pas tant l'asphalte en elle-même, c'est plutôt ce qu'on va mettre en dessous, c'est les bétons. En fait, le bilan carbone de cette solution-là est vraiment pas bon, puisqu'on va aller poser une dalle de béton sur laquelle on va poser de l'asphalte. Ça demande un certain temps de mise en œuvre, mais ça fait partie des matériaux qu'on rencontre souvent en milieu urbain. Donc voilà, on arrive sur un tableau un peu plus général de tout ce qu'on vient de voir pour la partie enrobée, coulée à froid, enrobé drainant, etc. Et ça permet aussi de se faire une petite évaluation assez rapide. Dans la dernière famille des revêtements que l'on connaît, c'est ce qu'on appelle les résines. C'est un revêtement de pierre concassée avec des liants polyuréthane. C'est pas trop utilisé aujourd'hui, ça a eu sa période, on va dire. Ça donne une surface qui est solide, perméable à l'eau. Et donc, ça peut être un élément intéressant. On en a beaucoup vu, notamment autour des arbres, etc. Mais c'est un revêtement qu'on peut considérer perméable. Le problème de ce produit-là, c'est que les résines colorées perdent leur éclat rapidement et ça peut décevoir dans le temps. Et comme souvent, tout ce qui est coloré, en fait, enrobé ou résine, on est souvent déçu des couleurs dans le temps. Donc, il y a des résines gravillonnées, par exemple, de ce type-là, qui sont faites, 100% recyclables. Un entretien régulier suffit, mais ne pas trop jouer avec les couleurs quand même, parce que c'est vraiment un matériau qui vieillit pas très bien en termes de couleur. Les résines drainantes, c'est le même principe. On est sur des différences de formulation. Ça peut être une solution quand on veut réussir à allier un sujet sur une zone Natura 2000, où on veut que les usagers soient dans le confort et des situations adaptées, avoir une forte perméabilité et répondre un petit peu aux exigences. Dans les autres revêtements, on a essayé de mettre ceux qui existent aussi, il faut aussi les accepter, c'est les pavés et dalles. Certains sont glissants en cas de pluie, mais il y a des villes qui les utilisent beaucoup. Je vous invite souvent, et ce n'est pas fait sur ce type de pavés, etc., à faire des contrôles d'adhérence, aux pendules SRT notamment, parce que voilà, l'esthétisme architectural, c'est une chose, mais la sécurité des usagers, c'en est une autre. La seule chose à surveiller, c'est les tassements différentiels. Ça demande très peu d'entretien. Ça dure dans le temps assez bien. On part sur 10-15 ans parce que nous, on considère qu'après, on peut avoir des phénomènes de pianotage, de changement, où on a besoin de repasser une tranchée. Malheureusement, on ne repose pas les pavés, on met un bout d'enrobé. Mais voilà, c'est un peu les sujets. Le bois fait partie aussi des solutions de revêtement. C'est évidemment plus ou moins adapté selon le type de bois qu'on utilise, mais c'est aussi des solutions qui nous sont demandées régulièrement. Le seul entretien, c'est évidemment du nettoyage haute pression pour enlever un peu le verre qu'il y a dessus. Mais voilà, ça fait partie des revêtements qu'on peut être amené à utiliser. Pareil, on vous a mis une petite grille pour essayer d'expliquer un peu tout ça. Et puis voilà. Au niveau de la synthèse, on vous a rajouté une petite synthèse finale de tous les matériaux qu'on peut rencontrer avec leurs différentes problématiques. Donc en fait, il existe une multitude de solutions de revêtement. Il y a beaucoup de nouveaux produits. Donc attention aux nouveaux produits quand même. Il faut, à mon sens, rester plutôt dans ce qu'on maîtrise le mieux. Je pense que le CERAMA ne dira pas le contraire. Mais il n'y a pas de produit miracle qui peut faire à la fois une réponse à tous les utilisateurs avec tous les critères de sécurité et répondre aux critères des gestionnaires et des exploitants. C'est vraiment à vous de faire un choix entre la durée de vie, les coûts d'entretien et les usagers concernés. Si on est à proximité du lieu de travail, c'est évident qu'on va aller vers de l'enrobé ou des solutions propres. Et si on est vraiment en pleine forêt, aller vers d'autres solutions un peu plus adaptées. Voilà. J'espère que je suis dans les temps. Ouais, 1 minute près. Oui. C'est parfait.
Christophe. Merci beaucoup pour cette présentation, effectivement, qui permet donc de couvrir un peu tous les différents types de revêtements avec les différents enjeux et différents questionnements. Et vous voyez qu'il y a vraiment effectivement beaucoup de variables que vous pouvez prendre en compte. Alors, je propose juste d'enchaîner sur la présentation d'Arnaud Fizer et ensuite toutes les questions que vous avez posées seront mutualisées, donc elles seront aussi posées à Christophe et à Arnaud. À la fin de la présentation d'Arnaud. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions pour Christophe, on prendra du coup un temps juste après la présentation d'Arnaud qui ne va pas nous parler spécifiquement cette fois-ci du bilan carbone des revêtements pour pouvoir répondre aux questions qui sont aussi adressées à Christophe. Donc Arnaud, je te laisse la main. Ça marche. Bonjour à toutes et tous. Donc le temps que Christophe désengage son support et que je vous partage le mien, bon. Que vous voyez à l'écran. C'est bon. C'est parfait. Donc, je vais tenter de vous parler un petit peu du bilan carbone et des petits pièges potentiellement à éviter et des leviers aussi qu'on va pouvoir observer donc pour une voie cyclable. Donc moi, Arnaud Fizer, je suis responsable d'études en technique routière durable au CEREMA à Strasbourg. Donc mon domaine de prédilection est plutôt le domaine chaussée. Donc au niveau des voies cyclables, je suis plutôt néophyte, mais malgré tout, on l'a vu lors de la présentation juste avant, qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, en tout cas sur les produits, entre ce qu'on peut utiliser en voie cyclable et puis ce qu'on peut utiliser sur des réseaux départementaux ou autres. Alors, un premier point qu'il ne faut pas oublier, selon moi, c'est ce petit triptyque-là que vous voyez sur la partie droite, donc le développement durable, voilà, le volet social, le volet environnemental, le volet économique. Donc, quand on parle de bilan carbone, déjà, bien penser qu'on se situe plutôt dans cette sphère environnementale. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut jamais oublier les deux autres aspects pour notamment viser à quelque chose de durable. Durable, un terme que je réemploierai un peu plus tard dans la présentation, parce que quand on veut en tout cas quand on veut avoir un bilan carbone le plus optimisé possible, il va falloir aussi obtenir de la durabilité des produits. Donc la durabilité des produits, certains, on les maîtrise bien parce que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on les manipule, et puis d'autres, en fait, c'est plutôt encore au stade de l'innovation, donc on a besoin de capitaliser, on a besoin de regarder un petit peu comment ça se comporte. Pour autant, c'est tout à fait intéressant de les utiliser justement pour voir un petit peu s'il y a des débouchés intéressants. Voilà. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, choisir la solution la plus durable en fonction des besoins. Donc, ça me fait un très bon lien avec ce que Christophe vient d'évoquer il y a quelques minutes. Le deuxième aspect, donc ça veut dire qu'il va falloir faire une évaluation globale sur toute la durée de vie. Il y a dans pas mal des analyses bilan carbone qu'on peut observer, en fait, on se contente bien souvent de faire un état des lieux à la construction du produit. Et rarement finalement à regarder sur le long terme. Donc le long terme, c'est intégrer dans ce bilan environnemental également l'aspect vie de l'ouvrage, donc les entretiens préventifs, curatifs qu'il va falloir potentiellement prévoir, et puis fin de l'ouvrage, potentiellement une nouvelle vie de l'ouvrage avec du recyclage. Et donc, tout ça va nous permettre de décider en connaissance de cause et donc de faire des choix techniques qui seront les plus viables possibles sur le long terme. Alors, ça me permet de vous introduire aussi ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Donc, l'analyse du cycle de vie, c'est exactement ça. Donc, en fait, on va raisonner de l'extraction des matières premières. Donc, par exemple, le granulat qu'on va venir extraire d'une carrière, qui va être transporté, transformé, retransporté, intégré dans un produit, retransporté, mis en œuvre sur notre voie cyclable. Et puis ensuite, nous aurons toute une phase exploitation, entretien, trafic, donc la vie de l'ouvrage finalement, avant une déconstruction éventuelle, puis une réutilisation, puisque en fait on est sur un cycle vertueux, on essaye plutôt de réutiliser au maximum l'itinéraire. Alors, ce qui peut éventuellement distinguer les réseaux routiers classiques des voies cyclables, ce sont les usagers. Alors, les usagers, pourquoi ? Vous le savez, sur une route, sur une autoroute, on a des usagers avec la plupart du temps des moteurs thermiques, donc qui, d'un point de vue environnemental, vont être
relativement impactant. C'est-à-dire que la part usage sur l'aspect environnemental va quasiment complètement écraser la partie fabrication, mise en œuvre et fin de l'ouvrage. Contrairement aux voies cyclables, où pour le coup, comme nous sommes sur des modes doux, en fait, il y a très très peu d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, générées par les usagers sur ces voies cyclables, ce qui veut dire que la part ouvrage prend une part assez significative dans ce bilan global, analyse du cycle de vie. Donc, ces graphiques que vous connaissez, donc avec une nouvelle présentation, mais juste, c'est un peu moins en 2D et un peu plus en 3D, mais c'est exactement les valeurs qui ont été présentées. Alors, il y a deux graphiques qui sont présentés. Celui que vous avez vu dans le document Vélo et Territoire, donc ça, c'est celui qui est en haut. Et puis celui qui est en bas, en fait, on avait fait quelques petits travaux communs avec AF3V. Donc eux m'avaient communiqué notamment des durabilités qu'ils avaient pu observer sur certains revêtements. Et donc, en fait, juste en regardant les gaz à effet de serre par mètre carré, mais divisé par le nombre d'années, ça nous permet de regarder un petit peu ce qui est impactant et ce qui l'est un peu moins. Donc, effectivement, les bétons qui étaient très, très impactants quand on les regarde juste en phase, finalement, fabrication, mise en œuvre. Quand on regarde à une échelle de durée globale commune, commence potentiellement à être intéressant. Donc là, dans cette simulation, ce qui avait été imaginé dans les bétons hydrauliques, on était sur des bétons assez fortement chargés en clinker. Ne jamais perdre de vue, mais j'en reparlerai très rapidement après, qu'il y a aussi de l'innovation qui se fait, y compris sur les produits hydrauliques, avec notamment des liants, des bétons entre guillemets bas carbone, donc où on essaye justement de baisser encore un petit peu les émissions de gaz à effet de serre liées à la production des ciments. En matière d'éco-conception, donc je vais me focaliser sur 3 outils. Alors pourquoi 3 outils? Parce que ce sont des outils qu'on va appeler outils métiers. Les outils métiers, ce sont des outils qui vont nous permettre de faire des évaluations, mais avec la vision routière que l'on peut avoir. Donc, il existe d'autres produits type bilan carbone et ainsi de suite, mais qui sont très vastes, multi-métiers finalement, et du coup, parfois on peut être un peu démuni. Donc là, l'avantage, c'est que quand on fait de la route, on a des outils qui existent sur le marché et qui nous permettent d'aller directement modéliser ce que l'on veut faire. Donc, vous les présenter très, très rapidement. Donc, l'outil SEV, je crois qu'il y a une présentation juste après sur une utilisation de SEV, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ce que je peux vous dire, c'est que Route de France a fait le développement de cet outil-là, donc 2023. Donc, si vous voulez y accéder aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'il est en maintenance et donc il sera accessible notamment à partir de demain avec sa nouvelle version 5.2, si je ne dis pas de bêtises, mais peut-être que je me trompe. Et donc qui va nous permettre de regarder alors les gaz à effet de serre, bien entendu, mais d'autres indicateurs également, la consommation d'énergie, la consommation en ressources en granulats, le pourcentage de recyclage qu'on va pouvoir mettre, et puis éventuellement des déblais qui vont être réutilisés. Le deuxième, je le passe provisoirement. Je vais directement sur le troisième, donc c'est Perceval, l'outil Perceval qui a été développé par la filière béton. Donc c'est également un outil gratuit. Et qui donne également ces indicateurs que l'on retrouve dans SEV, donc les gaz à effet de serre, énergie. Et puis, par contre, il y a quelques éléments supplémentaires comme la consommation en eau, l'acidification et l'eutrophisation, donc des indicateurs qu'on va retrouver dans les méthodes d'ACV notamment. Et le dernier outil, donc c'est Ecorse, donc un outil qui avait été développé par l'IFSTAR, donc Université Gustave Eiffel maintenant, donc qui est un outil gratuit, mais que l'on n'utilisera plus parce qu'en fait, la base de données est devenue un peu obsolète. Donc, c'est un outil assez intéressant parce qu'au niveau des indicateurs, il y en avait quand même pas mal, mais comme la base de données n'a pas été mise à jour depuis quelques années, ça va être un peu compliqué, elle est peut-être plus tout à fait dans l'air du temps. Alors, si on parle de levier potentiel pour la décarbonation, donc à l'échelle des produits, donc fort de tout ce qui a pu être dit juste auparavant par Christophe, d'abord au niveau des constituants, sachez que pour la quasi-totalité des produits qui ont été énoncés, le recours au recyclage va nous permettre d'être un levier sur le carbone. Exemple, les agrégats d'enrobés. Donc, pour une utilisation dans les enrobés, les agrégats contiennent du bitume et du granulat.
Donc, tout le bitume qui est présent dans ces anciennes chaussées va pouvoir être remobilisé en partie ou en totalité dans les nouveaux produits, ce qui va permettre d'économiser finalement la partie bitume qu'on pourrait amener si on faisait un enrobé neuf. Il y a également des liants alternatifs, donc les liants végétaux qui ont été abordés juste avant également font partie de ces liants alternatifs qui permettent de jouer sur les produits. Au niveau de la fabrication, l'abaissement des températures est toujours quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui a été évoqué, par exemple les enrobés, ne jamais aussi perdre de vue qu'il existe des produits, les enrobés à l'émulsion, les bétons bitumineux à l'émulsion, qui, de mon point de vue, sur les itinéraires cyclables, sont très très adaptés parce qu'on est sur des voies assez peu circulées, on est sur des matériaux qui sont assez souples et en plus on est sur des utilisations à froid. Donc d'un point de vue environnemental, en tout cas quand on aime les enrobés, il y a vraiment de gros intérêts à se positionner sur ces produits à l'émulsion. Sur d'autres aspects, on peut jouer au niveau de la fabrication, donc sur le choix des combustibles. Alors, le choix des combustibles, c'est plutôt au niveau des entreprises. Donc, si elle veut utiliser du gaz naturel ou du fioul lourd, par exemple, pour faire chauffer son usine. La génération d'usines, donc les usines les plus récentes étant les plus performantes. Après, au niveau du transport, on va avoir les modalités de transport qui vont nous permettre d'acheminer notamment les différents constituants. Tout ce qui est distance, tout ce qui est carburant utilisé par les différents engins de transport. Et puis au niveau de la mise en œuvre, donc on a également tous les procédés de mise en œuvre qui peuvent être plus ou moins vétustes en fonction des entreprises, et puis également le choix des dispositions constructives qui vont nous permettre d'optimiser un petit peu cette application. Alors si on prend un peu de hauteur de vue, on peut même aller jusqu'au choix de la conception. Donc, un super levier aussi au niveau du bilan carbone, c'est le choix au niveau de la conception, donc les caractéristiques géométriques de la voie. Si on a la matière à regarder dessus, c'est assez facile de comprendre que si vous faites plein de sinuosités, en fait, vous augmentez votre linéaire. Et donc, si vous augmentez votre linéaire, vous consommez un peu plus de matière et donc vous émettez un peu plus de CO2. Donc ça, c'est un peu le bon sens. Je le dis comme ça, c'est un peu bête, mais voilà, au moins c'est dit. La qualité de maîtrise d'œuvre, donc quelque chose qu'on sous-estime aussi beaucoup, je pense. Les dispositions constructives, le suivi des travaux, très important, suivi des travaux, et les contrôles d'exécution, oui, parce qu'on donne une chance à notre ouvrage de durer dans le temps. Donc, rien que le fait d'aller sur le chantier, de regarder un petit peu la qualité des stocks qui vont être utilisés, la qualité des produits, la qualité d'exécution, va nous permettre potentiellement, et toutes choses égales par ailleurs, d'arriver à une durabilité plus grande de notre réseau. Et c'est ce qu'on cherche à obtenir. Plus ça dure longtemps avec les mêmes produits et plus finalement on a optimisé ce côté environnemental. Et puis le dernier volet que je voulais aborder, c'est la gestion patrimoniale. Parce que quand on a un itinéraire, l'objectif c'est de le faire durer le plus longtemps possible. Donc ça va vouloir dire entretenir, faire des interventions la plupart du temps et si possible préventives pour essayer de pérenniser notre réseau et ne pas avoir à le refaire trop régulièrement. Si on le refait tous les 5 ans, on a tout perdu. Si on arrive à mettre un petit peu de moyens de temps en temps pour justement le maintenir à flot, arriver à garder une certaine viabilité, c'est ce qui va nous intéresser. C'est un peu comme une voiture où si vous ne faites pas d'entretien pendant très longtemps, à un moment donné, vous aurez des gros travaux qui vont vous coûter très cher. Et c'est pareil sur l'aspect environnemental où l'intervention préventive va être très, très intéressante. Alors, en conclusion, si on veut prendre au mieux le bilan carbone, donc d'abord s'assurer de la durabilité des ouvrages qu'on va réaliser, optimiser les produits qu'on va vouloir appliquer et puis optimiser, si possible, les dispositions constructives pour avoir quelque chose qui durera. On parle d'éco-comparateurs, donc on reverra ça aussi après dans la présentation suivante, je crois. Mais donc les éco-comparateurs sont des calculatrices. Retenez quand même que des calculatrices, on rentre des données, on a des résultats. Après, les résultats, il n'y a jamais personne qui vous dira si le résultat il est bon ou pas, ce qui veut dire que quelque part, il va falloir avoir un peu de pertinence aussi technique pour savoir si ce que vous rentrez est correct ou non. Et puis, dans la mesure du possible, pensez à l'analyse du cycle de vie. Donc, bien regarder aussi, avoir toujours 2 ou 3 coups d'avance sur comment est-ce que mon itinéraire, comment est-ce que mon produit dans le temps, je vais pouvoir le recycler. Donc, ça nous permettra de boucler la boucle et agir du berceau à la tombe.
Et pour ma toute dernière diapositive, un petit clin d'œil aussi à certains collègues du CEREMA qui travaillent sur cette thématique. Vous connaissez peut-être cet outil-là. Donc Vélodit, donc qui est en train d'être déployé et transformé en Diag Vélo progressivement, qui est un outil de diagnostic des itinéraires cyclables, donc qui va nous permettre de regarder un petit peu la position des panneaux, regarder aussi l'indice de confort quand on passe avec des vélos sur des voies cyclables, et puis qui fait quelques prises de vue, de la géolocalisation, et puis qui est équipé d'une centrale inertielle qui nous permet de faire du diagnostic de réseau cyclable. Et il existe également un déploiement, un matériel qui vient tout juste d'arriver, avec un fauteuil roulant de la même manière qui est équipé et qui va nous permettre de faire du diagnostic, indice d'accessibilité, ainsi de suite. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais me tourner désormais vers mon collègue Flavien Lopez, donc, qui s'occupe d'animer effectivement et de regarder les questions que vous posez dans le chat. Flavien, est-ce qu'il y a donc des questions qui sont dirigées aux présentations de Christophe et Arnaud? Oui, bonjour à tous. Alors, du coup, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, plus spécifiquement sur les propos de Christophe, parce que je pense qu'il y a eu plus de temps aussi pour poser ces questions. Je vais en choisir deux, parce que j'ai aussi un œil sur le timing. Et du coup, ces deux questions, la première, ce sera, Christophe, est-ce qu'il y a une structure de chaussée type pour un aménagement cyclable en section courante ? Notamment, la personne qui posait la question indiquait qu'il y a quelques années, on utilisait des structures type chaussée à faible trafic poids lourd, mais peut-être que ça a évolué depuis. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, très concrète, je me doute que la réponse sera pas si simple que ça. En utilisant les tableaux qui ont été présentés, si on imagine une voie verte en forêt, donc avec des choses potentiellement humides, des racines sur un chemin forestier, vers quel matériau, enfin un ou plusieurs matériaux, on va finalement s'orienter. Voilà, ce sera les deux questions. Il y en avait une petite troisième, je la dis juste, c'est rapide. ICU, ça veut dire îlot de chaleur urbain. Voilà, c'était juste parce que comme c'est dans le tableau et que tout le monde peut se poser la question, c'était ça. Je vais prendre d'abord la première question, parce que va en découler la deuxième. Il n'y a pas de structure type aujourd'hui. Malgré tout, faut se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche en fait. Je reviens toujours au départ au trafic que l'on rencontre. Les chaussées à faible trafic, pour moi, c'est surdimensionner une piste cyclable. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on va chercher dans un premier temps? C'est une bonne portance pour poser notre structure de chaussée. Donc, j'ai envie de dire que selon les sols, on va être aux alentours de 30 cm de GNT pour faire une couche de forme, quelle qu'elle soit. Alors, soit on a la couche de forme et on pose l'enduit, soit on a la couche de forme et on pose un enrobé. Mais je pense que pour moi, les 30 cm, c'est un minimum posé sur un géotextile, c'est un minimum à retenir. Et après, on met le revêtement qu'on veut mettre dessus en fonction de ce qu'on va rencontrer. S'il y a du trafic poids lourd, et ça paraît anodin, mais ne serait-ce qu'un poids lourd 2 fois par semaine, ça engendre déjà un autre type de structure. Pour la deuxième question, la solution la plus compliquée, c'est-à-dire on est en forêt, en milieu humide, j'ai presque envie de dire il fait nuit, il pleut, enfin bon, voilà, la totale. On est en milieu forêt, il faut trouver un matériau qui permet justement un peu de flexibilité par rapport aux racines, etc. J'ai presque envie de dire que je partirais sur une solution en GNT, sur un géotextile, et dessus, j'appliquerai plutôt, si on doit le rendre étanche et traficable par tous, un enduit ou un ECF, c'est-à-dire les matériaux les plus adaptés à supporter des défauts, etc. ECF, enrobé, coulé à froid. Enrobé, coulé à froid, pardon. Voilà. Un enduit ou un enrobé coulé à froid parce qu'on va être sur des matériaux relativement souples qui vont supporter toutes ces problématiques-là. Et qui vont demander parce que de toute façon, en forêt, ça va demander un certain entretien. Et je pense qu'il faut à minima 2 fois par an venir nettoyer, balayer, entretenir. Voilà. Mais chaque cas est un cas, hein, donc il faut quand même l'analyser un peu plus. Flavien, du coup, c'est tout pour les questions. Ou il y a d'autres questions peut-être auxquelles, Christophe, vous pouvez peut-être répondre directement dans la discussion en ligne.
Il y a notamment effectivement des nouvelles questions qui bah, sont apparues avec votre réponse. Donc pour rester dans les timings, effectivement, vous pouvez continuer à répondre. Et il y avait eu d'autres échanges en amont qui étaient intéressants, notamment par rapport à ce que vous disiez. Donc n'hésitez pas à rebondir et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Ça reste quand même intéressant de pouvoir alimenter ces échanges. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ces présentations qui nous ont permis donc de voir un peu les différents enjeux entre les enjeux effectivement plus économiques, les enjeux des usagers, les enjeux techniques, les enjeux paysagers aussi. Donc vraiment l'ensemble des enjeux que comporte donc la question du revêtement. Maintenant, on va voir effectivement dans plusieurs collectivités de différentes tailles, différentes retours d'expérience. Donc, avec Monsieur Nicolas Le Guillou pour démarrer donc du département de la Mayenne. On ne vous voit pas, on voit mais on vous entend. Alors désolé si la caméra marche pas pour l'instant, j'essaie de rectifier ça. Hop, ça va mieux. Ça va, vas-y. C'est bon, ça fonctionne, on vous voit. Est-ce que vous pouvez partager alors, du coup, Vous voulez que je m'en charge? Hop, c'est marche. J'essaie de faire ça. Hop. Partager. Hop. Attendez, ça arrive. On va mettre le en route parce que ça marche pas du coup. Sinon, je le partage. Je vous laisse vous présenter pour que je partage le. Ça marche pas. Je vais partager l'écran pendant ce temps-là. C'est moi. Ouais. Vous présentez vous. Alors effectivement, le département de la Mayenne s'est engagé en 2011 dans un programme ambitieux de mobilité durable sur 4 ans, afin d'encourager tous ces modes doux et mobilité bas carbone. Alors ça sera tous ces déplacements en vélo, le covoiturage, l'autoportage, mais aussi tous les solutions alternatives au thermique et à l'évitement, surtout des déplacements. C'est surtout à la base, c'est éviter les déplacements. Donc nous, après, on a ça, c'est la direction de l'environnement chez nous qui a défini ça. Et après, nous, on est entré plutôt après dans la partie évaluation des pistes cyclables. Savoir à partir de quel seuil d'utilisation, on va dire, les voies vertes sont intéressantes d'être construites. Et trouver aussi également des pistes d'optimisation des impacts carbone. Et si on peut tourner la page, du coup, pour nous limiter la... Alors, si vous pouvez mettre sur la page 2, s'il vous plaît. Alors, attends, ça, je vais devoir départager, je vous laisse. Ouais. Ça a pas l'air de pour la main, ok. Ouais. Alors, je remonte, voilà. Alors, ce qui avait été choisi à l'époque, c'était de réduire la largeur de la piste à 2 mètres. Alors, ça va choquer certaines personnes, mais l'objectif à l'époque, c'était de limiter l'impact foncier sur les zones agricoles et d'optimiser les largeurs d'accotement de chaque côté de la piste. Alors c'est pour ça qu'on était sur des faibles largeurs. On est loin des préconisations du CRMA et des différents acteurs cyclistes où la largeur recommandée est de 3 mètres. Sachant que nous, on revient aussi également sur ce point de vue parce qu'au niveau de l'exploitation d'entretien, les engins d'exploitation, ils font grosso modo 2,30 m, 2,40 m de largeur, dont une piste de 2 mètres de large, ça ne suffit pas. Donc, maintenant, on est revenu maintenant sur une largeur de 3 mètres. Et le département de notre équipe d'environnement. Voilà. C'est moi qui partage votre écran, Nicolas. Ouais, ok. Ouais, et voilà, on a été parti nous à la base sur la solution avec 4 variantes. Une variante standard, comme disait Arnaud préalable, c'est les différents revêtements qu'on pouvait mettre en œuvre sur nos pistes voies vertes. Modèle standard numéro 1, émulsion avec le gravillon et sable et GNT par-dessous. Scénario 2 et 3, c'était des enrobés, avec une particularité, c'était le pourcentage de recyclé qu'on pouvait mettre en œuvre dans les formules, et qui
quatrièmement, un scénario avec des mâchefers. Voilà, c'est des scénarios qui ont été étudiés en utilisant les comparateur SEV. Alors, les comparateur SEV, c'est une grosse calculatrice, comme disait, comment ça s'appelle, c'était Fabien, il disait ça au préalable. Si on peut tourner la page juste après, qui permet de calculer en fonction définitivement de tous les déplacements des. Alors, ça part, comment ça s'appelle, le logiciel SEV permet de calculer depuis le lieu de fabrication des granulats des enrobés jusqu'à la mise en place sur le site. Voilà, ça prend définitivement tout si, comment ça s'appelle, les lots de concassage des cailloux, les choses comme ça, et ça permet également de mettre en œuvre toute le bilan carbone au niveau de comment ça s'appelle, la mise en œuvre. Alors, voilà, on était parti, nous, l'utilisation minimale des pistes. Alors, nous, déjà, l'objectif, c'était de connaître l'impact carbone d'une voiture, d'un cycliste, et de calculer la fréquentation minimale pour neutraliser l'impact carbone. C'est-à-dire entre le déplacement de la voiture et le déplacement en vélo, c'était savoir combien de personnes devaient fréquenter la voie verte pour l'optimiser, pour éviter l'effet, pour faire l'effet carbone à zéro. Hop, si on peut tourner la page. Et il a été déduit par notre étude environnementale un résultat où le scénario standard, c'est-à-dire comment s'appelle, le scénario standard et enrobé était plus intéressante que celui des mâchefers. Là, vous avez toute la durée, comment ça s'appelle, en fonction de l'artificialisation des sols, nivellement du terrain, tout ce qui est couche de roulement, puis l'entretien et fin de vie de l'ouvrage. Voilà, c'est des données brutes, on va dire, de données brutes issues de SEV à l'époque. Et nous, dans le cadre de notre première construction de. Comment ça s'appelle? On peut sauter, si vous voulez, on peut sauter l'autre page d'après aussi. Voilà, ça se fait grosso modo les fréquentations pour amortir comment ça s'appelle, les différents standards, les différentes variantes. Finalement, il faut un peu plus de fréquentation pour les enrobés que par rapport au mâchefers. Mais au niveau. J'ai une question. Mais on va voir la particularité après pour le département de la Mayenne, parce que là, c'est vraiment des définitions standards pour toute la France, on va dire grosso modo. Et c'est après qu'on a voulu nous mettre en œuvre l'application au niveau local, où nous, on a fallu faire monter un mappa en sessionnant, comment ça s'appelle, on a mis en place un choix, c'était on a aménagé une voie verte de 2 km de long, alors 2 mètres de largeur, et on a choisi de ne pas allotir le marché. C'est-à-dire qu'on permettait à l'entreprise de pouvoir répondre sur une variante de couche de forme et une couche d'enrobé. On était parti sur une offre de base en enrobé à froid et c'était aux entreprises de proposer des solutions techniques au niveau de la couche de forme et comment ça s'appelle, les enrobés, avec une remise de leur dossier SEV complet. Afin de pouvoir juger la solution la plus idéale au niveau bilan carbone. Voilà, c'est comme je vous dis précisé en bas de la pièce, ça c'est remise dans les pièces de l'offre d'une évaluation environnementale. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons à compléter le tableau, c'est à elle de nous fournir toutes les données. Alors, si on peut passer à la page suivante, ça permet de vous transmettre les données qu'on avait utilisées. Voilà. Nous, ces conditions d'évaluation de l'impact environnemental sur le logiciel SEV, ça fait partie des conditions qui étaient inscrites dans le règlement de consultation. C'est-à-dire que les entreprises étaient au courant sur quel type de choses on allait les choisir. C'était, elle devait nous préciser, on va dire, pour la réalisation de couche de forme, l'extraction et la fabrication des constituants des matériaux routiers, le transport dans le chantier, c'est-à-dire que le transport, elles doivent nous préciser les kilomètres, les types d'engins pour transporter, qui peuvent varier en fonction de comment ça s'appelle, de l'usage, on va dire, des camions qu'ils utilisent. C'est en fonction de si c'est du fuel, si c'est du diesel, s'ils ont des solutions alternatives à des transports au diesel. Pareil, effectivement, aussi réalisation de couches de surface en enrobé. Alors, c'est toutes ces extractions des fabrications des constituants. Les usines de fabrication qui sont soit au fuel, soit électriques pour certaines centrales en enrobé, donc ils vont avoir un impact carbone plus favorable.
Et voilà, comme je précise en bas, chaque candidat devait préciser les distances et types de transport de matières premières, le type d'engin. Voilà. Le logiciel SEV nous permet de remplir, ils ont, comment ça s'appelle, la nouvelle version, le logiciel SEV définit, on va dire, les différentes caractéristiques des engins de transport, des chargeuses, des pelleteuses, des choses comme ça, des niveleuses. Après, on va dire, toutes ces centrales, toutes ces données de centrales devaient être complétées aussi par les entreprises. Et chaque candidat chaque candidat devait nous fournir sa synthèse des offres. Alors, le logiciel SEV permet de nous faire un petit résumé de toutes les données. Alors, si on peut tourner maintenant, ouais, c'est ça. Là, on a toute la notation de l'évaluation. Voilà, c'est toujours dans le RC. Dans le RC, il faut qu'il soit très clair quand on fait un dossier comme ça. Il faut que c'est de la commande publique, c'est-à-dire que chaque candidat doit être jugé équitablement. Et là-dessus, on a défini, nous, les notes d'indicateurs sur quoi on allait juger. On allait juger sur la valeur d'émission de gaz à effet de serre, sur la quantité de granulats naturels qu'ils allaient consommer et sur la quantité d'agrégat dérobés la plus élevée. C'est-à-dire que nous, on privilégiait plutôt la réutilisation de matériaux recyclés au maximum et l'utilisation d'agrégats, c'est-à-dire le recyclage dérobé préalable. Donc, voilà, comme on peut voir sur l'écran, il y a 3 indicateurs qui étaient jugés sur la même note, 10 points. Et en fonction des résultats de chacun, ils étaient évalués là-dessus. Allez-y, hop. Page suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors ça fait, voilà, c'est les petits, je vous mets en présentation les différents indicateurs qui sont issus de chaque dossier remis par les entreprises. Pour chaque indicateur qu'on avait, on avait un résultat, comme vous voyez. Alors, base de référence et solution de base, c'est à peu près la même là. C'est base de référence, c'était la solution OBA froid pour chez nous. Et les variantes, solution de base, c'était une première variante, et la variante en dessous, c'était une deuxième variante. La solution de base, première variante, solution de base, on voit mieux, c'est juste un enrobé recyclé à 30% d'agrégat. Et la variante, c'était enrobé et couche de forme avec des matériaux de recyclage. Ce qui fait que la comparaison par rapport à l'offre de base, plus vous voyez, on est entre 30 et 40% de bilan carbone favorable, juste sur l'indicateur énergie. Sur l'indicateur gaz d'effet de serre, je ne vois pas le chiffre en dessous, on est à peu près à 40% de gain d'émissions de serre, et en préservation des ressources en tonnes, on est énorme parce que du coup, comme on utilise beaucoup de recyclage, d'enrobés recyclés et de matériaux recyclés, on est sur des différences beaucoup plus importantes. On peut voir tous ces granulats naturels. La solution de base, on devait amener du matériau GNT 31,5 et 31,5. On était à 5214 tonnes, et là, on est sur des matériaux recyclés. On est à peu près à 3450, c'est ça. Donc, c'est pas du tout négligeable au niveau de consommation de matériaux propres. Voilà, alors, je précise, la Mayenne, nous, on a un département un peu spécifique parce qu'on a beaucoup de carrières à proximité, de carrières de granulats, et on a également aussi 2 centrales d'enrobés qui sont très récentes. Donc, ça veut dire qu'elles consomment également elles sont j'ai une centrale à 30 km qui est électrique, et j'en ai une autre qui consomme au fuel, mais au fuel très léger, on va dire. Bon, ça veut dire qu'il ne faudrait pas comparer le département. C'est vrai que chaque département, en fonction de ses centrales, ses carrières, n'a pas forcément les mêmes résultats que nous. C'est vrai que nous, on a un département très qui a la possibilité, la chance d'avoir beaucoup de carrières. Et l'usage, on va dire surtout l'usage de matériaux recyclés, surtout les granulats, c'est-à-dire toutes ces récupérations de GNT, de bordures, des choses comme ça qui sont recyclées, favorisent les chiffres, on va dire. Et nous, on est parti, voilà, on s'est rendu compte également que faire venir des enrobés froids, nous, les centrales ne sont pas, comment ça s'appelle, elles ne mettent pas en pratique, elles ne mettent pas en œuvre des enrobés froids parce que c'est pas un site de fabrication chez nous, on est obligé de les faire venir de la Charente. Il y en a un peu plus de 150 km. Donc l'amener d'enrobés froids depuis la Charente fait exploser le bilan carbone en transport.
Par contre, on a des capacités, nous, d'avoir des enrobés avec 30 ou 50% de granulat à base, c'est enrobé tiède, on va dire. Pour nous, au niveau des départements de la Mayenne, c'est la solution la plus favorable, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux répondre. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais me tourner vers mon collègue Flavien pour voir s'il y avait des questions. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, mais... Alors, il y a beaucoup d'échanges dans le chat, mais Ouais. il s'agit de réponses plutôt sur les questions qui ont été posées aux présentations précédentes. Là, pas de questions spécifiquement pour l'instant. Ouais, alors tu vois, du coup, c'est vraiment spécifique. Alors, le SEV, pour mettre en œuvre, c'est pas simple, on va dire, c'est pas simple. Il faut vraiment travailler le sujet. Et en fonction, on va dire, je pense qu'il y a des départements où ils ont très peu de carrières ou de centrales d'enrobés. Le recyclage, ils ont peut-être, eux, déjà une culture routière de recyclage en place que nous, on n'a pas dans le quartier. Mais c'est vrai que le recycler au maximum de matériaux, c'est déjà important, on va dire. Effectivement, je trouve que votre présentation elle a permis de montrer ce qui a été reflété aussi lors des premières présentations, que chaque cas est différent et que ça doit être effectivement évalué en fonction de là où on se trouve et des besoins spécifiques qui sont visés. Donc l'outil effectivement utilisé du comparateur SEV vous a permis de confirmer aussi des intuitions ou alors du coup des considérations locales spécifiques. Sachant que nous, dans le CTP, alors je reviens à la question qui a été posée à préalable par rapport à la structure, comment s'appelle, à mettre en œuvre. Nous, on a posé juste une portance de PF1 à obtenir sur la voie verte, sur la couche de forme. C'est généralement, comme je revenais, on est souvent entre 30 et 40 cm grand max sur les couches de forme. C'est à peu près la structure. Il faut vraiment avoir un sol vraiment très très mauvais pour être plus fort que ça. Très bien. Merci, ça refait aussi le point avec le début, la boucle. N'hésitez pas à poser vos questions, vous pouvez continuer à poser vos questions, peut-être s'il y en a une qui vous vient à Nicolas qui pourra répondre directement dans le chat, avec des échanges qui peuvent aussi avoir lieu directement dans le fil de discussion. Je continue car le temps tourne, et donc je passe la parole du coup à une autre collectivité, à une agglomération, donc on passe d'un département à l'agglomération de Vienne-Condrieu, avec Cédric Guillard qui va donc nous parler d'une voie verte et d'un revêtement sur une voie verte. Voilà. Oui, bonjour. Je vous laisse la parole. Allez, bonjour à tous. Je vais essayer aussi de partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. Ok. Donc, je suis Cédric Guillard. Je suis chef de projet à Vienne-Condrieu Agglomération, chef de projet voirie. J'ai comme aussi référence la gestion de la Via Rona sur notre communauté d'agglomération, sur un tronçon de 21 km. En 2019, donc si on voit bien sur un tronçon de la Via Rona, donc sur le site de l'île du Beurre, c'est un site naturel, donc c'est le site du CONIB, le centre d'observation de la nature de l'île du Beurre. C'est un site totalement naturel sur lequel la région a souhaité investir. En fait, la région Aura avait un projet de véloroute du futur en 2019 et ce tronçon plutôt écologique, plutôt naturel, présentait tous les objectifs que voulait remplir la région. Donc nous sommes gestionnaires sur cette Via Rona, donc on était là en tant qu'assistant pour cette rénovation de ce tronçon. La reprise du tronçon du Beurre, dans ce cadre, c'était dans le cadre du projet de la véloroute du futur, comme je l'ai bien signalé. C'est une opération qui a coûté environ 345 000 € TTC. Donc je redis, voilà, c'était 1 km 200 sur une largeur de 3,5 mètres. Alors ensuite, donc ce site, alors c'était un site, comme l'a expliqué Monsieur Mabille bien avant sur les revêtements, c'est un site qui était en stabilisé, qui, à force d'avoir du passage, effectivement, il y avait des zones avec des flaques, et puis beaucoup de feuilles en pleine nature, comme on l'a vu, comment les personnes avant
avant l'ont expliqué. Donc sable stabilisé qui avait été réalisé par la communauté de communes, l'ancienne communauté de communes, la CCRC, communauté de communes de la région de Condrieu, en 2008. Donc effectivement, il y avait un confort, un confort. C'était un confort pour la circulation au niveau des cyclistes, au niveau des poussettes, au niveau des usagers de la voie verte, des piétons. Donc il y avait de présence de nombreuses flaques, comme on peut voir sur les photos, et puis des trous. C'était un revêtement, c'est un revêtement stabilisé avec un lien hydraulique aussi, très peu, pas à chaud, beaucoup moins solide qu'à stabiliser à chaud, mais qui est très proche effectivement d'un revêtement naturel. Donc la région a lancé son marché. Donc nous, en tant que gestionnaire, Vienne Condrieu Agglomération, on a fait donc l'assistance parce que nous allons être les futurs gestionnaires. Donc notre avis était plutôt important. Donc on a accompagné la région sur ce projet tout au long de leur opération. On a suivi le montage du marché jusqu'à la réalisation des travaux. L'entreprise qui a été sélectionnée, je ne sais pas si je peux en parler, mais c'est l'entreprise Eiffage qui utilise ce système-là, donc le revêtement Biofalt. C'est un revêtement avec un liant végétal clair, dont on a entendu parler tout à l'heure par Monsieur Mabille, avec un revêtement naturel à la sève de pin, mais pas que, effectivement, mais c'est déjà bien, il y a déjà un effort, on a quand même une partie quand même qui est plutôt écologique, une grosse partie. Dans le cahier des charges, il y avait aussi cette possibilité de rendre perméable, d'avoir cette perméabilité des enrobés pour des questions de flaques d'eau et de présence sur le terrain de racines qui pouvaient faire quelques bosses, et avec ces bosses, présence d'eau qui peut stagner, donc là elle s'infiltrerait directement dans le sol au point de chute. C'était une des caractéristiques du cahier des charges, du fait aussi, avec le fait le plus important que ce soit un liant qui soit naturel. On est sur un site naturel, donc c'est très important d'avoir des choses qui sont plutôt aussi naturelles. Donc revêtement clair avec un liant naturel à base de sève de pin. Donc c'est une sève de pin qui est on appelle ça biosourcée, qui est l'utilisation. Donc on parle d'économie circulaire. On réutilise la sève de pin dans les papeteries des Landes pour lier ces fameux revêtements Biofalt. Donc il est perméable, donc il ne résout pas les problèmes de crue du Rhône, ça c'est sûr, mais il évite, si on le fait un enrobé classique, d'avoir ces détachements, ces effets craquelés de l'enrobé qui, sous la force de la pression, peut petit à petit fissurer et avoir des faïençages et avec le temps se dégrader. Donc l'objectif par rapport aussi à stabiliser, qui n'était pas très confortable pour circuler, qui présentait des flaques d'eau, on en a parlé aussi au début, c'est plutôt salissant. L'objectif c'était de le rendre roulant et accessible. On a fait passer une commission d'accessibilité pour valider le fait que la différence entre stabiliser et ce revêtement, ce qui a été validé par la commission d'accessibilité. Le seul bémol, effectivement, mais ça c'est la base, c'est pour ça qu'on peut mettre qu'on peut utiliser largement, et je rejoins M. Mabille aussi, des enrobés recyclés, parce qu'on n'est pas sur des mouvements importants de véhicules, ça concerne que les modes doux. Ce site est un site fermé où il n'y a que les modes doux qui peuvent y accéder, avec des barrières en entrée et en sortie sur les 1,2 km. Donc ce revêtement qui ne supporte que les modes doux était tout à fait appréciable et favorable. Donc quand on voit quelques photos de la réalisation, donc il y en a eu besoin d'un mini finisher pour réaliser ces travaux, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, on a une largeur de 3,5 mètres. Donc tout le long, il a fallu apprendre un mini finisher, et puis le revêtement,
je reviens aussi sur ce qu'a dit monsieur Mabille. Le revêtement est important par-dessous aussi. Donc, pour des raisons économiques, le stabilisé fonctionnait bien. On a eu le laboratoire des phages a préconisé dans son appel d'offres, dans son cahier des charges, son mémoire technique, de se remettre sur le revêtement existant qui supportait tout à fait ce besoin de perméabilité et qui supportait aussi ce nouveau revêtement et les modes qui allaient circuler dessus. Il y avait juste besoin de faire quelques couches de réglage qui étaient prévues aussi dans les mémoires techniques. Donc voilà quelques photos de la réalisation et du résultat à la fin. Donc c'est un site, mais voilà, très naturel, comme dans une forêt entourée de barrières, bois et d'arbres, très humide. J'ai entendu parler tout à l'heure aussi de ça dans les forêts. Voilà, on a cette problématique de que ce soit très humide et on a ces problématiques aussi de feuilles qui tombent. Donc nous, en tant que gestionnaire, une grande agglomération, là, on était plutôt intéressés par cette suite-là. On a été d'ailleurs mis tout de suite au courant que il fallait par la suite faire un entretien. J'ai entendu parler aussi de ça tout à l'heure, donc une fois par an minimum. Et enfin, je nous conseillais 2 fois par an. Nous, on est parti sur une fois par an pour une histoire de coût et on pense que c'est suffisant pour nettoyer ces revêtements qui, bien entendu, ont des espaces vides. Et si on veut que ça fonctionne, si on veut que ça soit toujours perméable, il faut qu'on puisse nettoyer ces espaces vides. Donc sur l'entretien, la partie voilà, c'était un peu l'inconvénient entre guillemets, mais bon, il faut qu'on avance et sur ces nouvelles technologies. Donc l'inconvénient, voilà, c'est cette partie-là où effectivement, si on veut quelque chose qui soit imperméable, il faut qu'on garde ces espaces vides. On est sur un site où il y a beaucoup de feuilles. Donc l'inconvénient, voilà, c'est qu'il y a quand même un entretien 1 fois par an. Donc c'est humide, nombreuses feuilles mortes. On fait intervenir une balayeuse aspiratrice à l'eau chaude minimum 1 fois par an. Donc c'est quand même une balayeuse qui est quand même spécifique. C'est pas ce qu'on trouve dans les grosses communes pour nettoyer les trottoirs, parce que c'est une balayeuse qui chauffe et qui envoie à forte pression de l'eau chaude et qui aspire derrière. Parce qu'on est sur un site toujours voilà, dans l'esprit écologique et naturel où on doit récupérer nos eaux et on ne doit pas les divulguer sur le domaine naturel du centre d'observation du beurre. Donc cette machine qui intervient sur 3 jours sur les 1 km 200, donc a un coût quand même de 3 000 € environ par an sur l'intervention. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Bon, je ne suis pas allé trop dans le détail des marchés parce que c'est la région, vraiment, j'insiste encore là-dessus, hein, qui a financé ce projet. Et nous, on était plutôt là en tant qu'observateur et puis assistant pour la suite. Merci beaucoup Cédric. Effectivement, même avec cette dernière slide, on revient aussi sur l'importance de bien prendre en compte quand on parle de revêtement du coût d'entretien et de l'entretien effectivement que ça implique derrière. Je me tourne vers Flavien pour voir si Flavien, il y a eu des échanges pendant la présentation de Monsieur Guillard. On voit votre très bon fond d'écran, Monsieur Guillard, pardon, très beau fond d'écran. Je vais peut-être arrêter le partage. Voilà. Oui, alors du coup, les échanges se sont poursuivis. La question spécifique que je peux vous poser, Monsieur Guillard, c'est comment ce revêtement se comporte dans le temps, si vous avez des éléments qualitatifs sur ça. Ah, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle on était préoccupé. Enfin, on se préoccupait de cela dans le temps aussi également parce qu'il y a quand même la présence d'arbres et c'est vrai que les racines ont tendance à soulever les enrobés et par rapport à un stabilisé qui est plutôt souple, dont les fragmentations ne se font pas. On l'a fait en 2019. Donc là, nous sommes en 2024, pardon, et depuis, on va dire, bien 4 ans parce que on est juste en 2024. Ça fait 4 ans qu'on suit le revêtement, il n'a pas tellement bougé. C'est un revêtement voilà, qui est plutôt
qui est plutôt souple, moins rigide que de l'enrobé et qui a tendance à bien vivre. Il s'est bien sûr éclairci, hein. Au début, il est plutôt foncé, marron foncé, mais il s'est éclairci avec le temps. L'avantage, c'est quand il y a des crues du Rhône. Là, je reviens un peu sur ce que a dit aussi M. Mabille d'Ingetec, c'est que l'avantage, c'est qu'on a qu'il soit perméable, c'est qu'on a le point de chute, on a la pluie au point de chute, et quand le Rhône monte, il monte, et voilà, ça fait l'effet inverse, et ça se descend, ça monte, et il n'y a pas de fragment de revêtement. C'est l'avantage, c'est l'avantage qu'on n'intervienne pas, et qu'on n'a pas fait de réparation d'enrobé. Donc sur les 4 ans, ça a l'air de tenir. Donc, a Si on priori, l'entretient bien chaque année. vous êtes amené à faire de l'entretien. Donc, la question suivante qui est apparue depuis qu'on s'est parlé, c'est sur justement le passage de véhicules pour l'entretien. Qu'est-ce qui est possible actuellement? Il ne faut pas qu'on dépasse un véhicule léger de 3 tonnes. En fait, là, il ne faut pas que la machine, l'aspiratrice, dépasse les 3 tonnes. Un véhicule léger pourrait fonctionner s'il n'est pas pleine charge, mais voilà, il faut que ce soit une machine spécifique effectivement sur ce genre de revêtement. Mais peut-être pour terminer, mais Marie confirmera en fonction du timing. Du coup, ces coûts d'entretien annuels, est-ce que vous les avez estimés? Est-ce que vous avez un ordre de grandeur à nous fournir? Alors les coûts d'entretien, j'en parle un peu dans le slide. C'est un coût d'entretien aujourd'hui. Sur les 4 ans, on a mis à peu près 12 000 euros sur les 4 ans, donc ça fait à peu près 3 000 euros par année. Mais juste en nettoyage, en entretien d'enrobé, en nid de poule. À ma connaissance, non, il n'y a pas eu pour l'instant de dépenses sur ce genre de problématique. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Guillard. Merci Flavien pour les questions, et je vois que les échanges sont animés et sont vivants dans le chat, donc n'hésitez pas à continuer. Je laisse la parole donc à notre dernière intervenante, Cécile Saget, du laboratoire donc de la métropole de Lyon. Alors votre micro est coupé, Cécile. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend et on voit bien votre présentation. Parfait. Donc, je suis Cécile Saget, au laboratoire de la métropole de Lyon. Je suis adjointe au responsable du laboratoire. Donc, je vais vous parler d'un retour d'expérience que l'on a mené sur une expérimentation sur les enrobés à faible impact environnemental. Donc en fait, on est parti du constat qu'on avait peu de retours d'expérience sur la famille des enrobés dits à faible impact environnemental. Je détaillerai ensuite voilà qu'est-ce qu'on entend par cela. On a souhaité faire un test en grandeur réelle, en profitant de l'opportunité de les tester sur un tronçon de voies lyonnaises. Les voies lyonnaises, c'est le réseau express vélo de la métropole de Lyon. Donc, on a profité d'un futur chantier sur le boulevard Stalingrad à Villeurbanne, exactement sur la contre-allée du boulevard. Donc, c'est la petite photo que vous voyez en bas de l'écran. On a simulé en fait les contraintes d'exploitation d'une voie lyonnaise qui sont des contraintes d'exploitation un peu plus élevées que sur une piste cyclable classique, puisqu'on ferait passer plus fréquemment les balayeuses. Également, de par une largeur plus importante, on est plus susceptible d'avoir des regards d'assainissement, donc potentiellement le passage d'une hydrocureuse pour intervenir sur le réseau, et puis éventuellement aussi un salage en période hivernale. On souhaitait également observer la tenue dans le temps de ces matériaux, et enfin se construire une doctrine d'utilisation. Au niveau de la démarche, on a consulté 5 entreprises avec lesquelles on travaille couramment, en leur demandant en fait de nous faire des propositions avec cette donnée d'entrée de matériaux à valeur environnementale. Ça a conduit à la réalisation de 13 planches d'essai de 5 mètres par 15 mètres, avec 3 familles de matériaux. La première famille, c'est les revêtements à liant d'apport d'origine végétale, donc plutôt des enrobés clairs. Deuxième famille, revêtements à liant d'apport d'origine végétale avec recyclé. Donc là, on est plus sur un enrobé noir.
Et la troisième qui est un revêtement alliant organominéral, donc là plus sur un revêtement clair avec une fabrication à froid. À chaque fois, ces revêtements pouvaient être proposés soit en version classique, soit en version drainante ou poreuse. Alors, on a fait la distinction entre drainante et poreuse. Poreuse, on n'est pas sur on va dire, sur le sens technique de drainant au sens normatif, mais ça permet quand même une certaine perméabilité. C'est plutôt un compromis technique, en fait, en termes de résistance par rapport à un revêtement drainant au sens strict du terme. En termes de planning, cette expérimentation a débuté par la mise en œuvre des planches en octobre 2022. Ensuite, entre novembre 2022 et février 2023, on a fait subir tout un tas de sollicitations pour simuler un vieillissement prématuré des revêtements. En mars 2023, on a pu tirer un premier bilan. On a pu ensuite échanger avec les entreprises pour voilà, faire ce retour d'expérience. Ensuite, sur l'été et début fin de l'été, début de l'automne, les travaux de la voie lyonnaise ont été réalisés. On a quand même pu conserver les planches d'essai, alors pas sur l'ensemble de la largeur, mais sur une partie, pour nous permettre en fait de poursuivre ce retour d'expérience pour l'inscrire dans la durée. Et puis, on a aussi renouvelé 3 planches d'essai qui n'avaient pas bénéficié de bonnes conditions de mise en œuvre en octobre 2022 et pour lesquelles, du coup, le suivi était un petit peu délicat et n'était pas forcément objectif. Donc, on les a renouvelés en septembre dernier. Et puis, au mois de novembre, on a pu réaliser un bilan à 1 an donc, que je vais vous présenter. Peut-être un petit peu plus spécifiquement pour vous détailler les éléments de vieillissement prématuré, on a souhaité tester la résistance à l'arrachement en faisant circuler des balayeuses de façon régulière. Donc l'idée c'était de venir faire correspondre à un usage de nettoiement courant. Donc c'est la petite photo qu'on voit sur la partie haute de la slide. On a également voulu simuler la résistance à la compression à l'arrachement en faisant circuler des poids lourds, alors de façon linéaire, mais également avec un braquage sur place. L'idée, c'était de venir simuler un usage d'entretien ponctuel de réseau, par exemple, mais aussi des entrées charretières ou ce genre d'usage en fait, que l'on pourrait rencontrer sur ces futures voies lyonnaises. On a également testé la résistance au poinçonnement en faisant circuler et en mettant en station aussi un camion pompier avec patin, parce que ces futures voies lyonnaises pourraient être aussi des voies pompiers. Et puis enfin, on a regardé la résistance au salage en faisant passer une mini-saleuse pour simuler l'usage en viabilité hivernale. En termes de suivi, après chaque passage de ces usages spécifiques, on faisait un relevé visuel de dégradation. Et puis également, on a fait 3 types de suivi à la mise en œuvre, à 3 mois ensuite, et puis après à 6 mois et 1 an. En termes d'un suivi de drainabilité, en faisant des mesures au drainомètre de chantier sur les planches qui étaient drainantes et poreuses, un suivi de l'adhérence avec des mesures au pendule SRT, et également un suivi de la colorimétrie pour voir l'évolution en fait, de la couleur à travers les saisons. Et enfin, en parallèle, on demandait également aux entreprises de nous fournir les fiches FDES, donc ce sont les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, pour nous permettre d'avoir un regard en fait sur l'évaluation environnementale, puisque c'était vraiment notre demande d'entrée en fait en termes de nature de matériaux. Tout ça, ça nous a permis de tirer ce bilan que je vais vous partager. Tout d'abord pour les enrobés alliant biosourcés clairs. Donc voilà, les enrobés alliant biosourcés clairs, ce sont un mélange de granulats naturels avec un liant d'apport qui est en partie d'origine biosourcée, donc là en l'espèce d'origine végétale issue de la sylviculture. En termes de couleur, à la mise en œuvre, ça va être une couleur plutôt marron qui va avoir tendance à s'éclaircir avec le temps pour laisser au fur et à mesure apparaître la couleur du granulat. Donc ce sera assez dépendant du granulat qui va être utilisé pour la formulation.
En termes de contraintes de mise en œuvre, elles sont équivalentes à un enrobé bitumineux de trottoir conventionnel avec une remise en circulation rapide, donc pas de contraintes particulières. En termes de bilan environnemental, c'est favorable vis-à-vis d'un enrobé bitumineux, voilà, du fait de l'utilisation de ce liant d'apport en partie biosourcé. Ce revêtement est disponible en version drainante et poreuse. En possibilité de réparation du type tranché, par exemple, il y a une incapacité pour le moment des entreprises à produire des petites quantités, donc des réparations qui ne seraient possibles que lors de campagnes mutualisées de plusieurs espaces, donc tous les ans ou tous les 2 ans en fonction du volume qui est disponible sur la collectivité. En bilan à T0 plus 1 an, en termes de durabilité, on constate en fait une résistance mécanique qui peut être comparable à un enrobé bitumineux de trottoir conventionnel, mais par contre une durabilité à objectiver dans le temps, à continuer d'objectiver dans le temps, notamment sur la sensibilité à la fissuration. Ensuite, donc là, notre deuxième famille de matériaux qui a été testée, ce sont les enrobés à liant biosourcés et agrégats recyclés. Donc, on a une partie d'agrégats recyclés qui peut monter jusqu'à 50%, et donc le complémentaire en granulat neuf et un liant biosourcé d'origine végétale. La couleur de ce matériau, c'est un matériau noir qui est comparable à un enrobé classique. En contrainte de mise en œuvre, elles sont équivalentes en enrobé bitumineux conventionnel, ce qui permet une remise en circulation rapide. En usage, là, on a un usage circulé qui est possible. En fait, on a une résistance mécanique qui est apportée par la présence de liants bitumineux qui est présent dans les recyclés. En bilan environnemental, on peut dire que c'est favorable vis-à-vis d'un enrobé bitumineux avec agrégats recyclés, dans le sens où il y a ce fameux liant biosourcé d'origine végétale. Ce matériau est disponible en version drainante et poreuse également. En possibilité de réparation, du fait de son aspect en fait correspondant à un enrobé classique, il y a possibilité de venir réparer avec un enrobé bitumineux conventionnel, mais qui n'aura pas du coup la partie environnementale. En bilan à T0 plus 1 an, en durabilité, on peut dire que c'est une résistance mécanique qui est comparable à un enrobé bitumineux conventionnel, dont, comme pour la famille précédente, la durabilité est à objectiver dans le temps, notamment vis-à-vis de la sensibilité à la fissuration. Et enfin, le dernier type d'enrobé, qui est un enrobé à liant organominéral, qui donc lui est un mélange à froid de granulat neuf et d'un liant organominéral ou organique dont la nature n'est pas connue. En termes de contraintes de mise en œuvre, ce sont des conditions météo qui sont assez spécifiques pour la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'humidité, il faut avoir des températures modérées entre 10 et 30 degrés pendant l'application et les 1 à 2 jours qui suivent. Donc ça veut dire que ça ajoute quand même une contrainte en termes de planification de chantier si vous avez un timing qui est très précis. Ça peut être une mise en œuvre manuelle ou mécanique. En termes de coloris, on est sur des coloris plutôt clairs, ocre, qui évoluent mais assez peu comparé à la première famille présentée. En bilan environnemental, c'est a priori plutôt favorable vis-à-vis d'un béton, mais du même ordre de grandeur qu'un enrobé bitumineux conventionnel, sachant qu'on a assez peu de données en fait sur ce type de matériaux, donc c'est pour ça que je dis a priori. Ce matériau est disponible en version drainante et poreuse. On a des possibilités de réparation du fait de conditionnement disponibles en big buy, ce qui permet en fait de venir intervenir sur des petites quantités, des petites surfaces, mais par contre dans les mêmes conditions de mise en œuvre que les conditions de mise en œuvre initiales. En bilan à T0 plus 1 an, en durabilité, on peut dire que c'est un revêtement qui est quand même plus sensible aux sollicitations mécaniques et que du coup on réservera ce matériau à des zones dans lesquelles il n'y a pas d'enjeu en fait mécanique ou de sollicitation. Donc plutôt en fait des usages strictement piétons ou mode doux avec un usage contrôlé.
ce retour d'expérience a été partagé avec les entreprises qui travaillent à venir renforcer ces formulations. Voilà, j'ai terminé avec la présentation et je me tiens à disposition pour les questions. Merci beaucoup Cécile. Merci pour cette présentation. Je tiens également à préciser effectivement qu'on passe effectivement à l'enjeu d'une grande agglomération, mais qu'en réalité, effectivement, c'est des enjeux que vous retrouvez aussi dans vos territoires, parce qu'on quand on ne parle pas que de voies vertes, hein, là on a aussi présenté des exemples, mais on parle aussi effectivement d'aménagement en agglomération, et notamment avec l'enjeu de la perméabilité, dont on a pu effectivement dire que en zone peu dense, enfin en zone rurale, l'enjeu était moindre. En ville, par exemple, l'enjeu de la perméabilité se pose dans des termes un peu différents, donc d'une voie verte, par exemple. Je me tourne cette fois-ci donc vers Flavien pour savoir s'il y a eu des questions et des échanges dans le chat sur la présentation de Cécile. Oui, alors Cécile, je vais vous exposer deux questions ou demandes. Oui. La première, c'est sur la suite. Est-ce que les travaux que vous avez conduits, finalement, ils permettent d'orienter des choix de matériaux pour les futures voies lyonnaises ou pour d'autres aménagements de la métropole? Alors oui, effectivement, c'était l'idée sous-jacente. Après, on est quand même assez vigilant à toujours dire qu'il n'y a pas un matériau, on va dire, miracle qui va pouvoir s'appliquer de façon systématique, qu'à chaque fois, il faut étudier le contexte, les besoins, et que c'est cette étude-là qui va nous diriger vers tel ou tel matériau. Mais effectivement, ça permet de bien cibler les limites d'usage en fait de certains matériaux par rapport à d'autres, et d'accompagner du coup dans le choix de décision. Merci. Et puis du coup, je relève peut-être deux derniers éléments du chat. Le premier, c'était Christophe d'Ingetech qui indiquait que le dernier produit que vous avez présenté ne pouvait pas être mis en œuvre par temps de pluie. Oui, voilà, il souhaitait que ce soit fait, précisé. Effectivement, ouais. Tout à fait. Même donc effectivement le jour de la mise en œuvre, mais même les jours suivants en fait, parce que la prise doit se faire, et c'est vrai que ça peut conditionner quand même assez fortement un chantier si on a des dates précises à ne pas dépasser. Je pense typiquement à des chantiers qui pourraient être liés à des vacances scolaires où on a une fenêtre de tir d'une semaine, donc ça peut être parfois un peu complexe à planifier. Voilà, et le dernier sujet, c'était une personne qui était intéressée par les marchés publics qui ont servi pour la consultation des entreprises qui ont effectué les travaux. Est-ce que c'est des documents qui pourraient être diffusables, parce qu'apparemment, ils pourraient intéresser des personnes qui sont ici? Alors, il faut que je me renseigne auprès de mes collègues des marchés publics, savoir si on peut les transmettre, sachant que pour ça, on a fait appel à nos marchés à bon de commande. En fait, on a des marchés à bon de commande pluri-attributaires, et donc j'en échange avec mes collègues des marchés publics, et puis je reviendrai vers vous pour vous Très dire bien. ce qu'il en est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Effectivement, on pourra peut-être aussi, pour ceux qui le souhaitent, partager les coordonnées des intervenants si vous avez des questions a posteriori à poser. Avant de nous quitter, donc, il y a on va faire un tout petit quiz très très rapide. Donc vous avez le lien normalement dans le chat auquel vous pouvez accéder. Donc vous avez 3 questions qui vous sont posées, qui permettent effectivement d'aborder alors des sujets qu'on a plus ou moins... alors est-ce que tout le monde arrive à y accéder? Oui, je vois que vous vous connectez. Dont on a parlé très, très brièvement, mais qui vont ici nous permettre un petit peu de refaire le point sur quelques aspects. Donc je vous laisse 2-3 minutes. J'en profite pour remercier vraiment chacun et chacune des intervenants pour ces interventions précieuses et très, très complètes, avec effectivement pas mal d'allers-retours et de liens qui se font entre chacun. Donc on a 32%, je peux partager peut-être. « 35. Alors on est à 0% sur la deuxième réponse. Qu'est-ce qui se passe sur la deuxième question? L'albédo apparemment...
Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Non. Flavien, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. On voit les 3 questions et le résultat du quiz chiffré, 82%. Très bien. Ben, on va pouvoir effectivement donc s'attarder sur les questions. Donc, on est pratiquement sur un 100% sur la partie. Donc, je vois que vous avez été très attentifs et très attentifs pendant le webinaire. Donc, on est effectivement pratiquement sur un 100% sur la question de la perméabilité avec effectivement le gazon et le pavé à joint enherbé très perméable et assez perméable. Le stabilisé dont on a pu voir effectivement pendant plusieurs présentations. Alors, c'est repassé au début. Le stabilisé, que ça dépendait effectivement beaucoup du liant et que le stabilisé pouvait être très imperméable également, malgré l'idée qu'on peut parfois s'en faire. Donc, il est semi-imperméable ou imperméable. Donc, ça va aussi parfois à l'idée des idées qu'on a sur le stabilisé. Et l'asphalte qui est également très peu perméable. Donc, ça, c'est donc sur la première question. L'albédo. Alors je ne sais pas si c'est que vous n'avez pas eu le temps de répondre donc à la question s'il y a eu un problème. Donc effectivement, la question de l'albédo, en fait, c'est la réverbération que le sol, donc quand vous circulez donc sur les revêtements, c'est la réverbération du sol par rapport à plus il est clair en réalité, plus il réverbère la lumière et donc plus il peut être aussi inconfortable pour l'usager. Donc c'est parfois un enjeu pareil, un peu une idée préconçue, où la peinture claire a un effet albédo beaucoup plus important, qui peut donc effectivement éblouir l'usager, cycliste ou autre, de la piste cyclable, avec, on voit effectivement des niveaux, donc la peinture claire étant le revêtement qui a l'effet le plus important, ensuite le stabilisé, puis le gazon et l'asphalte bien entendu, qui a l'effet, alors là c'est l'asphalte classique, donc l'asphalte sombre. On a vu qu'effectivement on peut maintenant avoir des asphaltes clairs, etc. Donc là on reste sur un asphalte classique qui permet effectivement d'avoir cette vision. Et une troisième question qui est effectivement, alors on est sur du 100%, alors je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on est sur du 0% du 100%, il n'y a pas de juste milieu. Donc sur les effets fraîcheur entre les différents types de revêtements, pardon, avec effectivement qui est aussi lié à la couleur du revêtement, donc avec les enrobés bitumineux, enfin, entre autres, entre les enrobés bitumineux, donc qui sont chauds à très chaud le jour et chauds la nuit, donc qui conservent énormément la chaleur, les stabilisés qui conservent, alors les bétons clairs qui conservent moyennement la chaleur et moyennement le jour et la nuit, les stabilisés dont on a vu qu'ils sont quand même moyennement chauds le jour, mais qui sont beaucoup plus frais la nuit, et enfin le revêtement cool, enfin végétalisé, qui cette fois-ci offrent une fraîcheur et la nuit et le jour. Voilà, c'était juste pour repréciser ces quelques questions qui sont parfois effectivement pas toujours intuitives. Je conclus donc ce webinaire en vous remerciant. Merci à tous pour votre participation, aux intervenants et aux intervenantes. Je ne sais pas si ma collègue Mathilde Joanneau de l'ADEME est parmi nous. Je vous donne rendez-vous donc au prochain webinaire le 8 février qui traitera cette fois-ci du stationnement, donc du stationnement cyclable, et donc vous recevrez l'invitation très prochainement, ainsi que le replay et les supports de présentation. Merci beaucoup. Mathilde, je te laisse la parole. Ton micro est coupé. Merci beaucoup, Marie. Non, je vais être très rapide. Merci à tous les intervenants pour votre participation, pour vos retours. Ça a dû être précisé, mais le webinaire, tous les supports, les replays seront disponibles très prochainement, et également sur l'espace collaboratif à Vélo 2. Et puis, la date des prochains webinaires vient d'être donnée par Marie. Les suivants vous seront aussi communiqués. Il y en a 4 autres qui suivent après celui-là. Donc, je crois que c'est à peu près un par mois jusqu'en juin 2024. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une très bonne fin d'après-midi. Au revoir.